Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous remercie vivement de votre participation à ce nouveau live dédié au statut d'artiste-auteur et autrice. Et ce soir, nous allons traiter d'un sujet particulièrement grave puisque nous aborderons les délicates questions d'agissement qui seraient de nature à caractériser un harcèlement sexuel ou des violences sexistes et sexuelles dans le monde de la création et en particulier dans le monde de l'édition au sein duquel vous évoluez toutes et tous. Alors pour en parler, j'accueille Ophélie Latil. Bonjour Ophélie. Bonjour. Ophélie, vous êtes juriste et fondatrice du cabinet Dame Oiseau, qui est spécialisé dans le conseil et la formation en égalité femmes-hommes, mais aussi en matière de prévention des risques psychosociaux, et parmi lesquels on retrouve le harcèlement. Et vous êtes par ailleurs juriste de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, et à ce titre, vous connaissez les singularités de cet écosystème de la création. En tout cas, je vous remercie vivement de votre présence. J'accueille également Hélène Salvi. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez mené une enquête considérable au cours des derniers mois, recueilli de nombreux documents et témoignages de plusieurs femmes travaillant dans le monde de l'édition. Et autrement dit, en tant que journaliste enquêtrice, vous avez été la première témoin, si je puis dire, de ces retours dénonçant à la fois des remarques et des gestes inappropriés à connotation sexuelle dans un cadre professionnel qui, il faut bien le dire, n'avait pas encore été confronté à cette libération de la parole. Alors, merci vivement, Hélène, de votre participation. Et enfin, j'accueille Pierre-Luc Landry. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour. Pierre-Luc Landry, vous êtes écrivain et membre du conseil d'administration de l'UNEC, qui est l'Union des écrivaines et écrivains québécois. Alors, c'est la seconde fois que notre organisation professionnelle accueille votre organisation professionnelle à participer à nos émissions. On avait eu tout le plaisir de recevoir Suzanne Aubry lors d'un live consacré à la représentation collective et je suis ravie que vous ayez accepté à nouveau notre invitation. Ça me fait plaisir. Mais oui, carrément. Je voudrais, avant de laisser la parole à nos intervenants, dire quelques mots à titre d'introduction pour souligner simplement que notre live d'aujourd'hui, s'il est organisé chronologiquement après votre enquête, Hélène, il était en réalité prévu depuis très longtemps. Alors, vous le savez, depuis septembre, ces émissions nous permettent de mettre en lumière des problématiques liées au statut d'artiste-auteur et autrice, ou plutôt à l'absence de statut, parce que justement, cette absence de statut, on le constate toutes les 2 semaines à partir de tous les autres thèmes qu'on a déjà traités jusque-là. Il y a une source incommensurable de risques professionnels qui en découlent. Et à ce titre, nous voulions depuis longtemps organiser un live pour démontrer sans équivoque que le déséquilibre du rapport de force entre les partenaires du milieu de l'édition mène souvent à des comportements intolérables et à une omerta insupportable. On alerte en vain sur la fragilisation des conditions de vie de nos membres et pourtant rien ne bouge. Alors, je voudrais simplement faire une mise au point et nuancer une éventuelle critique qui pourrait être formulée ce soir. Non, il n'est absolument pas question d'instrumentaliser les témoignages dramatiques que nous avons lus la semaine dernière. En revanche, ceux-là doivent nous interpeller toutes et tous et nous inviter à réfléchir collectivement pour repérer les facteurs à risque en matière d'infraction à caractère sexuel, mettre en place une méthode précise pour en neutraliser les effets. Et nous devons aussi aborder la question des recours, des sanctions et avant tout de l'accompagnement des victimes. Alors, je forme le vœu ce soir que ce live soit l'occasion d'informer et d'alerter, car c'est finalement ce qu'il faudra faire à l'avenir de manière plus rigoureuse encore, sans relâche pour aider au mieux les victimes face à ces agissements très condamnables. Pierre-Luc, je voudrais d'abord vous laisser la parole pour vous interpeller sur un point. Vous avez la temporalité aussi qui est toute particulière pour vous parce que il y a un peu moins d'1 an, votre pays s'apprêtait à connaître ce premier mouvement de dénonciation de la part des professionnels dans le milieu du livre. Et pendant cette période sans précédent, l'UNEC a beaucoup travaillé, s'est beaucoup investi pour informer et alerter justement les professionnels du livre. Est-ce que vous pourriez, pour les personnes qui nous regardent ce soir, revenir sur cet été 2020, nous dire ensuite finalement ce qu'ont révélé vos enquêtes, et finalement ce qu'il en est aujourd'hui?
Oui, absolument. Désolé. Comme vous l'avez dit, on a vécu cette vague de dénonciation, mouvement MeToo, en juillet 2020, donc il y a un peu moins d'un an, mais on était déjà bien sûr au courant qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait, qui se tramait. Et à l'UNEC, il y a un comité qui a été chargé d'étudier la place des femmes dans le champ littéraire et dans le monde du livre au Québec depuis 2016. Et le comité a remis un rapport en 2019, en novembre, qui avait été assez fracassant, en fait, qui avait beaucoup secoué le milieu et les médias et qui montrait, bon, surprise, surprise, que le milieu favorise les hommes. À ce moment-là, on s'était intéressé à la publication, donc la réception, le tri et la sélection des manuscrits, mais aussi à la couverture médiatique et aux prix littéraires et aux bourses à la création. On savait qu'il y avait évidemment des problèmes plus graves qui allaient être révélés et donc il y avait quelques ressources qui avaient déjà été mises en place. Mais au moment où cette vague a éclaté en juillet, c'était pas la première vague de dénonciation, bien sûr, mais c'était la première qui touchait le milieu littéraire à proprement parler, l'édition. Et donc, l'UNEC a signé d'abord une déclaration commune avec environ 45 autres organismes culturels pour un environnement de travail exempt de harcèlement dans le milieu culturel québécois et a confié un nouveau mandat à son comité égalité, parité hommes-femmes pour justement étudier en fait les mouvements de dénonciation d'abord de l'été 2020, étudier et analyser le détail et les causes et les conséquences de ces actes qui sont dénoncés, formuler des recommandations et des pistes de solutions au conseil d'administration et participer aux échanges sur la place publique. Et depuis, le comité évidemment travaille d'arrache-pied, a fait un grand sondage auprès des membres de l'UNEC pour connaître en fait les expériences des membres, leurs revendications, leurs besoins et tout ça. Et il y a eu, une série d'actions qui ont été prises là-dessus et des travaux en cours qui sont en train d'aboutir à quelque chose. Donc, j'arrive pas du futur, disons, en vous proposant des pistes de solutions, mais c'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train de travailler sur beaucoup d'aspects, beaucoup d'initiatives qui nous permettraient d'assainir pour le moment le milieu littéraire. Et donc, en ce moment, on a une politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel qui est en cours de rédaction, accompagnée d'une page web pour donner l'ensemble des ressources à tous les membres. On a un travail sur la gouvernance de l'association aussi, parce qu'on veut mettre de l'avant des bonnes pratiques. Un code de déontologie qui est en cours de rédaction, donc auquel les membres se soumettraient, mais de bonne foi, puisqu'il n'y a pas évidemment de possibilité de rendre quelques formations que ce soit obligatoires pour le membership. Et donc, on a pensé mettre, par exemple, dans la liste des membres, indiquer qui a suivi la formation obligatoire et tout, et qui se soumet au code de déontologie pour justement mettre de l'avant les bonnes pratiques. Parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte avec toutes les démarches dans les dernières années qu'on a besoin d'une justice réparatrice alternative. On ne peut pas simplement se tourner vers le système de justice officielle étatique parce qu'il y a des lacunes et la loi sur le statut professionnel des artistes de la littérature est encore très, disons, fragmentaire et lacunaire plutôt. Et l'UNEC travaille vraiment à la modification de cette loi-là. Le statu quo a duré trop longtemps, mais on se garde aussi, bien sûr, d'instrumentaliser les témoignages qu'on a reçus, même s'ils nous montrent, comme vous le disiez en introduction, finalement, que c'est l'absence de procédures et de protection des écrivains et des écrivaines qui fait en sorte que peut-être ce type de comportement est plus répandu que dans d'autres milieux, mais on ne se cachera pas non plus que ça nous révèle des choses qu'on sait qui se passent ailleurs aussi, évidemment. Ouais, merci en tout cas de ce retour, parce que c'est vrai que, en tout cas, les travaux de l'UNEC sont source d'inspiration pour beaucoup d'organisations professionnelles en France, et je voulais vraiment vous dire qu'on suit de très près ce que vous faites, parce qu'il y a quand même ce temps d'avance pour le coup par rapport à cette problématique qu'on traite ce soir. Nous, on n'est pas encore au temps des chartes, et c'est sans doute peut-être en effet un outil qui nous permettra d'avancer et qu'il faudra peut-être mettre en œuvre prochainement. Hélène, vous avez été à l'origine d'un travail d'investigation implacable. Pourrais-je vous demander votre vision de cet écosystème avant justement que vous vous lanciez dans cette enquête? Est-ce que vous aviez déjà eu des retours, des échos? Quelle a été votre façon de travailler concrètement?
Euh, En fait, le milieu de l'édition en tant que tel est un milieu que je connaissais dans une vie antérieure, dont je connais assez bien les mécanismes. Et en revanche, je ne connaissais absolument pas les littératures de l'imaginaire. Alors, vraiment pas. C'est-à-dire que quand j'ai été amenée à travailler sur la personne qui était le fruit de mon enquête, qui est donc le patron d'une grande, enfin d'une maison d'édition importante des littératures de l'imaginaire, je n'avais pas mesuré, pour tout dire, à quel point c'était une personnalité influente, de pouvoir, etc. Euh, et donc, j'ai pu mesurer, ce qui est une autre problématique pour le sujet dont on parle, la puissance en fait d'un petit monde dans un petit monde. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, euh, tout ce qui a trait en fait aux violences sexistes et sexuelles souvent se fait, et c'est bien le problème, à huis clos. D'où le fait que des paroles existent, mais sont souvent étouffées par ce huis clos. Et alors là, moi, j'étais devant une problématique encore plus problématique, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'on parlait d'un huis clos dans un huis clos. Donc c'était encore différent. Mais il s'est avéré dans ce cas précis que j'ai eu énormément de personnes qui m'ont parlé, de personnes qui étaient au courant depuis des années de ce qui se faisait. C'est-à-dire que c'était un peu comme de cette façon que j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire que c'est un témoignage qui arrive. Nous, on a la coutume de dire à Mediapart qu'il n'y a pas d'enquête tabou, en fait, qu'on travaille sur tous sujets que nous considérons comme relevant de l'intérêt général et public. Les violences sexistes et sexuelles en faisant évidemment pleinement partie. Donc, à partir du moment où on a un témoignage, on commence à regarder et ensuite, de fil en aiguille, on approche d'autres personnes qui commencent à parler, qui commencent à recouper des informations, qui ont des pièces, des documents, des traces écrites, voilà. Et en fait, tout se crée comme ça. Et ce qui a été un peu, je dois dire, presque déroutant à un endroit dans cette enquête-là, c'est que ça n'arrêtait plus, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait une personne, puis une autre, 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 à tel point qu'à un moment donné, c'est moi qui ai dû dire j'arrête parce que sinon j'aurai toujours plus de personnes qui me parleront et de témoins et de voilà. Euh, donc voilà, c'est un peu la façon dont j'ai procédé et c'est vrai que sur ce cas précis, les témoignages n'ont cessé d'émerger et je ne parle même pas de après la publication de l'enquête. Oui, bien sûr, évidemment. Et ça, nous, justement, on l'a vu, parce que d'abord, on a reçu beaucoup de témoignages à la Ligue, dont d'ailleurs je pourrais parler au cours de ce live. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a interpellé. Ophélie, souhaitez-vous réagir? Je vous ai vu avoir une réaction, justement. Est-ce que vous souhaitez réagir à ce que Hélène et Pierre-Luc nous ont dit là, pour l'instant? Disons que oui, je trouve intéressant dans la démarche, c'est qu'en fait, ce qu'a fait exploser l'enquête montre en fait ce que dit aussi Pierre-Luc, c'est qu'il y a un moment, plus que du cas isolé d'une personne, on se rend compte qu'il y a une sorte de système et qu'il n'y a pas que en fait ceux qui agissent mal, qui ont des positions qui sont sanctionnables. Il y a aussi tout ce système, cet écosystème qui laisse faire en fait, où il y a cette généralisation de faits qui sont d'apparence isolée dans un secteur en fait qui est justement qui fonctionne où les violences sont présentes parce que les personnes qui travaillent sont isolées. On n'est pas dans une situation où un auteur est dans une entreprise littéraire où on est 15 personnes dans une même pièce et on peut discuter. On se retrouve avec des auteurs souvent seuls, souvent isolés. Et en fait, l'isolement, c'est la pierre angulaire de toute violence. En fait, c'est-à-dire que dans toute violence en fait qui se met en place, notamment dans la question du harcèlement, il y a vraiment 5 étapes qui sont toujours fondamentales. Et la première, c'est l'isolement. J'isole la victime, puis je la dénigre, je minimise, je dénigre. Puis ensuite, en fait, je vais inverser la culpabilité en lui faisant croire
qu'elle est elle-même en fait responsable de ce qui se passe, puis je vais entre guillemets la menacer de la faire sortir du projet littéraire, de la faire sortir d'un contrat. Et ensuite, après, je vais organiser mon impunité en fait en répétant ça, puisqu'en fait la première fois ça a marché, j'ai été impunie, et ensuite je repars tranquillement, serein, et je reproduis ce schéma-là avec d'autres personnes. Et c'est en fait cet aspect répétitif qui est hyper intéressant quand on voit notamment l'enquête de Madame Salvi ou quand on voit ce qui a pu se passer à l'étranger. En fait, on voit systématiquement ce phénomène systématique, cet enchaînement en fait de mécanismes où on voit bien qu'il y a une démarche systémique, il y a un fonctionnement qui est toujours le même, une mécanique qui est extrêmement bien huilée. On nous pose une question dans le chat, alors je vais essayer de les suivre en même temps pour pouvoir les poser au fur et à mesure. On nous demande si à la suite de cette enquête, il y a eu des procédures de justice en cours. Est-ce que l'un de vous sait répondre à cette question ? Des procédures de justice, c'est-à-dire, est-ce que depuis la publication de votre enquête, Hélène, est-ce qu'il y a eu des actions qui sont nées en fait de cette enquête? De la part des témoins? Alors la question est large, donc je vous laisse en réalité l'interpréter comme vous le voulez, et puis botter en touche pour la partie que vous ne voulez pas traiter, si vous voulez. Soyez très à l'aise. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu de plaintes qui ont été déposées de la part des personnes qui ont témoigné, ni de personnes qui se sont révélées avoir été victimes, etc. Et qui, à ma connaissance, hein, peut-être que c'est le cas, à ma connaissance, il n'y a pas de plainte à ce jour. S'agissant de l'éditeur en question, que j'avais sollicité, évidemment, parce que c'est quand même très important de le préciser, dans ce type d'enquête, il y a une personne qui est mise en cause, mais cette personne a absolument le droit, et le droit le plus légitime, de répondre à cette mise en cause. Raison pour laquelle moi, j'ai à plusieurs reprises sollicité cet éditeur pour qu'il réponde simplement, de façon assez précise. Il a eu toutes mes questions, etc. Bon, malheureusement, il n'a jamais répondu à mes sollicitations avant publication de l'enquête. En revanche, il l'a fait parvenir par le biais de ses avocats un droit de réponse qui a été comme le droit l'oblige, oui, d'une certaine façon, à publier et sur Mediapart et sur d'autres sites, je crois. Donc, et dans laquelle il fait valoir sa réponse et son point de vue sur toutes les mises en cause de l'enquête. Mais à ce jour, je ne crois pas qu'il y ait une action en justice quelconque. Et Pierre-Luc, justement, vous, à la suite des dénonciations qu'il y a eu en juillet, est-ce que vous savez si ça a donné lieu à des procédures, justement ? En fait, ça a révélé, et là c'est une opinion personnelle que je partage, mais j'ai l'impression que ça a révélé, en fait, l'incapacité du système judiciaire de se charger de ce type de plaintes et de comportements. En fait, il y a eu plusieurs organes, disons des plateformes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, qui ont proposé des endroits sécuritaires pour les victimes pour partager leur expérience. Et il y a un compte en particulier qui ressemble beaucoup à ce que j'ai compris de Balance ton éditeur. En fait, je suis allé fouiller un peu ce qui se passait de ce côté-là, qui s'appelait Dis son nom, en fait, et qui a été sommé de s'identifier. En fait, les administratifs ont été intimés par la justice de révéler leur nom, donc fi de l'anonymat, parce que une des personnes qui avait été nommée à plusieurs reprises était en processus de poursuite pour diffamation. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle en très bon français le backlash qui s'est emparé du système judiciaire, au sens où les gens qui ont été dénoncés, bon pas tous évidemment, mais certaines ont pris d'assaut les tribunaux. De l'autre côté, bon évidemment, je peux pas parler au nom de toutes et de tous, de tous ceux qui ont fait des dénonciations, mais je sais, pour avoir discuté avec certaines d'entre eux et d'entre elles, que il y a eu des tentatives de démarche, mais que il y a toujours un mur à quelque part auquel les gens se frappent. Donc, c'est-à-dire soit
il n'y a pas de preuves suffisantes parce que la personne n'a pas pensé à enregistrer ou filmer ou prendre des captures d'écran, etc. Soit il y a des procédures qui escaladent en justice criminelle parce que parfois il y a des actes criminels qui ont été posés. Mais surtout, en fait, ce que j'ai l'impression, en fait, et ce que l'équipe de l'UNEC pourrait confirmer aussi, c'est que c'est surtout vers les associations que les gens se tournent en ce moment parce que il y a ce sentiment en fait que le système de justice est une trop grande machine qui peut pas rendre justice aux victimes, qui peut pas les traiter de façon humaine et respectueuse ou enfin etc. Donc les associations sont beaucoup sollicitées, notamment l'UNEC, mais pas que. Il y a aussi l'Association nationale des éditeurs de livres. Il y a toutes les autres organisations du milieu culturel qui font un peu les mêmes démarches avec leurs membres. Et en ce moment, on est en train de réfléchir à une collaboration entre nous tous et nous toutes, c'est-à-dire une espèce de comité sectoriel du livre et de la littérature et de l'édition qui permettrait d'avoir les libraires, les journalistes, les éditeurs, les éditrices, les auteurs-autrices, etc., tous ensemble pour essayer de construire un système de justice alternatif et réparatrice aussi. Parce que dans la situation où on parle beaucoup de cancel culture, par exemple, où on va dénoncer les prises de position sur les médias sociaux, etc., il y a des gens qui se sont vus annulés de cette façon, si on veut mettre ça entre immenses guillemets, parce qu'il y a toujours des retours qui sont possibles quelques mois après un peu de silence de la part de ces personnes-là, mais on cherche en ce moment à trouver des mécanismes alternatifs qui nous permettraient soit de réintégrer dans le milieu, ça c'est le point de vue par exemple de l'Association des éditeurs de livres qui veut faire une réintégration dans le milieu des éditeurs ou éditrices qui auraient commis des gestes déplacés ou des comportements vexatoires, ou un accompagnement de médiation citoyenne, par exemple. Donc, on penche de ce côté-là en ce moment aussi mettre des mécanismes en place pour qu'il y ait une véritable réparation qui soit offerte d'un côté comme de l'autre, en dehors du grand système étatique. Très bien, merci beaucoup. Alors, après ce premier axe, on va dire introductif, je vous propose de regarder une vidéo illustrée qui a été réalisée par Aria et présentée par Betty Piccioli. Alors, cette semaine, elles font un point sur certaines infractions à caractère sexuel. Émilie, si tu peux nous lancer cette vidéo, je te remercie vivement. En France, un travailleur sur 6 estime être l'objet de comportements hostiles dans le cadre de son travail, qu'il s'agisse de comportements méprisants, d'atteintes dégradantes ou de non-reconnaissance du travail. Les femmes sont particulièrement touchées par ce harcèlement et ce type de violence sexuelle. Selon l'Association européenne contre les violences faites aux femmes, en 2017, on décompte 98% des auteurs qui sont des hommes contre 2% de femmes, et 98% des victimes qui sont des femmes contre 2% d'hommes. Les mises en cause sont à 75,5% des supérieurs hiérarchiques ou directement l'employeur, dans 25% des cas des collègues. Les victimes dénoncent les infractions suivantes, dans 37,3% des cas du harcèlement sexuel, dans 43% des cas des agressions sexuelles, dans 18,6% des cas des viols, dans 2% des cas un harcèlement moral à caractère sexiste, et dans moins de 1% des cas une exhibition sexuelle. Pour rappel, il existe 3 infractions à caractère sexuel dans le code pénal. Le viol, selon l'article 222-23, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par la violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. L'agression sexuelle, les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'agissement sexiste, le législateur a récemment consacré la notion d'agissement sexiste dans le cadre de la loi du 17 août 2015, dit loi Rebsamen, puis dans le cadre de la loi Travail du 8 août 2016. Mais le harcèlement sexuel, c'est quoi ? Une loi de 1992 a introduit le harcèlement sexuel et depuis la notion a fait l'objet de nombreuses réformes. Le harcèlement sexuel est donc inscrit tant dans le code du travail que dans le code pénal. Ainsi, l'article L222-33 du code pénal énonce que le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il ajoute « Est assimilé au harcèlement sexuel le fait
même non répétée, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. En résumé, le harcèlement sexuel est constitué lorsque 3 critères sont réunis. Premier critère, le refus de la victime. Il apparaît à tout le moins que le délit de harcèlement sexuel est caractérisé dès lors que le prévenu a, en connaissance de cause, même s'il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placés dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée. Le non-consentement de la victime est un élément constitutif du délit. Deuxième critère, des actes répétitifs ou actes uniques graves. Une circulaire du ministère de la Justice rappelle qu'il suffit que l'acte ait été commis à 2 reprises pour répondre à cette condition. Les comportements répréhensibles peuvent être de toute nature. Propos, gestes, envoi ou remise de courrier, remise d'objets, attitude. Il y a acte unique, donc pression grave, quand l'acte de nature sexuelle est présenté comme la contrepartie d'un avantage tel que l'obtention d'un emploi, d'une augmentation, d'une formation, de l'assurance d'échapper à une situation dommageable, licenciement, sanction, mutation, activation d'une clause de contrat. Troisième critère, les conséquences des agissements en question. Ceux-ci sont punissables dans 2 cas, lorsqu'ils portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, lorsqu'ils rendent insupportables les conditions de vie, de travail ou d'hébergement de la victime. On peut ainsi citer de nombreux cas jugés par la justice française ces dernières années. Ainsi sont qualifiés d'harcèlement sexuel les faits de pour un chef de service de pincer les fesses d'une salariée à plusieurs reprises et de provoquer des altercations avec elle sur le lieu de travail chaque fois qu'elle refusait de déjeuner avec lui, pour un salarié d'organiser un rendez-vous pour motif professionnel en dehors de l'entreprise avec une salariée qui était sous ses ordres dans une chambre d'hôtel, pour un supérieur hiérarchique d'envoyer des SMS à une de ses subordonnées en lui indiquant notamment « Je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours », d'adresser à une subordonnée des remarques sur sa vie privée, de porter des appréciations axées sur son anatomie, de tenter d'obtenir des faveurs sexuelles et d'exercer des mesures de représailles professionnelles. Dans les milieux artistiques, les artistes-autrices ne sont bien entendu pas épargnés par le harcèlement et les violences sexuelles dans leur cadre professionnel. Si des mouvements ont dénoncé de nombreux agissements dans la presse internationale, comme MeToo ou Balance ton porc, menant parfois à des procès retentissants, il reste très difficile en France de lever une omerta bien ancrée dans les mentalités. Alors, on vient d'entendre l'explication de certaines notions juridiques. On sait qu'en pratique, toutes ces infractions, elles sont assez méconnues, hein. On confond parfois les unes avec les autres. Ophélie, avec votre expérience de formatrice et de juriste, vous avez pu détecter, j'imagine, je sais pas, comme des formes d'idées reçues récurrentes à propos des violences sexistes et sexuelles, non? Oui. Alors c'est sûr qu'en général, quand on forme sur ces questions-là, il y a une vraie méconnaissance, c'est-à-dire que il y a des vrais blocages culturels qui font qu'on ne regarde pas ces choses-là par le prisme du droit. Or, en fait, quand on commence à définir par le prisme du droit, tout devient beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que dans les choses qu'on entend sur les violences sexistes et sexuelles, notamment dans les relations éditoriales, mais pas uniquement dans ce secteur-là, on entend souvent le fait que c'était bien mérité. On l'a un peu cherché. Vous voyez, comme si un petit peu à partir du moment où on sort de son rôle traditionnel de rester chez soi, à la maison, de pas faire trop de vagues. À partir du moment où on est allé faire des vagues, par exemple, on a essayé de proposer un manuscrit, on devenait un peu responsable de ce qui nous arrivait. Un peu, vous savez, comme quand on nous dit, elle avait qu'à pas boire, elle avait qu'à pas mettre de jupe. C'est un peu le même principe. Oui, en même temps, tu t'es frotté à plus fort que toi, à quoi tu t'attendais? D'autres trucs, c'est, souvent on dit, bon, en même temps, c'est normal, c'est la culture française. C'est le troussage de domestique, c'est la culture française, c'est un peu en France, on est connu pour être des grands séducteurs et c'est comme ça, il faut le voir plutôt comme un hommage. C'est un hommage quand un homme, en fait, exprime, en fait, de manière concupiscente et répétée et violente, en créant un climat hostile, offensant et humiliant. C'est normal, en fait, de voir ça. Tu peux pas voir ça autrement que comme un hommage, sinon tu es un peu coincé et bégueule.
C'est vraiment un truc aussi, on est des êtres libérés dans la culture. Il y a aussi le fait que c'est pas si grave, qu'on va s'en remettre. Et ça, c'est véhiculé par les hommes comme par les femmes. Mais aussi beaucoup par les femmes qui vont dire, oui, ben moi, je suis passée par là et j'en suis pas morte, donc ça va, 2 minutes, quoi, on peut passer à autre chose. Il y a aussi le fait, et malheureusement, on entend ça aussi beaucoup, c'est le fait que les gens mentent. Les femmes font ça pour faire leur intéressante. C'est maintenant, ah bah maintenant avec MeToo, les femmes se sont collectivement mises à mentir. De toute façon, hein, on l'a bien vu dans la Bible, les femmes, à chaque fois qu'elles parlent, en fait, des violences sexuelles et sexuelle, elle mentent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, dans la Bible, il y a beaucoup de violences sexuelles. Et en fait, il y a 2 fois où il y a 2 femmes qui accusent en fait une personne de les avoir violées. Et en fait, dans les 2 cas, elles mentent, elles font ça pour se venger. Donc, ce qui introduit quand même une vraie culture sociétale sur le fait que les femmes mentent quand elles dénoncent des faits de violence. Et ça, c'est vraiment hyper important, ça, de comprendre que c'est vraiment aussi dans les fondamentaux du stéréotype qui est lié au viol. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, mais c'est vrai qu'à titre personnel, j'étais profondément choquée de voir que dans les réactions qu'il y a eu à la suite de l'enquête d'Hélène, il y avait quand même une accusation grave à l'égard de certaines autrices, de dire elles font ça pour se faire d'une promotion. Non mais ça paraît délirant. Mais je ne sais pas si Pierre-Luc ou Hélène veut réagir à ce que vient de dire Ophélie. Allez-y, Hélène. Pas de problème. En fait, c'est vraiment exactement tout le temps le même mécanisme. C'est-à-dire que là, on parle de l'édition et des réactions qu'il y a eu après l'enquête, etc. Mais c'est un triste mécanisme de défense, en fait, finalement. Enfin, c'est vieux comme l'histoire du patriarcat, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des ressorts qui sont effectivement ce qu'Ophélie a détaillé et qui sont toujours les mêmes dans toutes les sphères de pouvoir et dans toutes les sphères de pouvoir, donc dominées par les hommes par essence. La femme est soit une tentatrice, enfin d'ailleurs, c'est très bien. Je veux dire, c'est la Bible en fait. Je veux dire, la tentatrice, donc c'est forcément un peu de sa faute. Et la femme est cristallise le péché originel. C'est par elle que le problème vient, donc la culpabilité qui va derrière et tous les fantasmes qui peuvent être véhiculés sur le fait que elles ont envie de se faire mousser. Moi, quand même, quand j'entends ce genre de choses, j'ai envie de dire, va falloir m'expliquer en fait à quel point on met de soi et de sa vie en jeu quand on livre ce type de témoignage qui relève de l'intimité la plus profonde. Parce que en fait les violences sexuelles et sexistes ça nous touche au plus profond de nous-mêmes en fait. Je connais pas une femme sur terre, mais pas une et pas un homme par ailleurs, j'ose l'espérer, qui utiliserait ça pour se faire une gloriole en fait. C'est pas la gloire en fait d'avoir été abusé, d'avoir été victime de violences sexuelles ou sexistes. En fait, c'est simplement une humiliation en fait. Et un vrai déni. Il y a un vrai déni, je pense, de l'humiliation que ça peut être. Les gens se disent, oui, mais en même temps, du coup, tu existes sur les réseaux sociaux en disant ça, donc tu es contente. Et tu vas dire, mais qui a envie d'exister en tant que victime, en fait? On a envie d'exister parce qu'on a gagné un prix littéraire, ou parce qu'on a écrit un super article, ou une super enquête, ou parce qu'on fait un truc intelligent. Pas parce qu'on dit, j'ai été une victime, en fait, dans ma vie, j'ai subi quelque chose, il y a quelqu'un qui a essayé de détruire ma volonté. Il y est arrivé comme ça, il a essayé unilatéralement de supprimer mon désir, mon identité, ce que je pense. Personne n'a envie de dire ça, en fait. Pierre-Luc, vous voulez réagir? Oui, j'allais dire simplement que j'ai l'impression que les mêmes préjugés sont à l'œuvre de notre côté de l'océan. En fait, tout ça est très ancré dans le patriarcat, comme le disait Hélène, et même dans la masculinité toxique. En fait, en lisant votre enquête, je voyais par exemple, je vais retrouver l'expression exacte, ces remarques vont avec le personnage. C'est ce que certaines personnes disent aussi. On a l'impression que c'est tout à fait correct. Bon, il est comme ça, monsieur a la main baladeuse, le verbe facile, il aime bien boire, machin. J'essayais hier, en réfléchissant à, disons, qu'est-ce qui permet ce type de comportement-là dans le milieu littéraire plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs, parce que la même chose existe dans d'autres milieux, mais j'ai l'impression, en fait, que
avec la libération de la parole, avec le mouvement des femmes et pour une plus grande égalité et tout, on a peut-être assaini certains milieux comme le travail de bureau, par exemple, l'enseignement, les soins de santé. On a féminisé certains métiers aussi et il y a des comportements qui ont été relégués, disons, aux années 50 ou 60, des choses qui ne se font plus aujourd'hui. Mais dans le milieu littéraire, on travaille, c'est des artistes, c'est des gens qui créent, qui forment ce milieu-là, en fait. Et donc, j'ai l'impression qu'on est aussi peut-être, d'une certaine manière, un peu prisonnier et prisonnière de la figure du poète maudit ou en fait de la glorification du mal-être, au sens où il faudrait que ça se passe mal pour qu'il y ait un vrai art qui soit produit, une vraie littérature, une grande littérature. Et on n'arrive pas à séparer le personnel du professionnel aussi, mais ça, c'est tout le travail des assos comme la Ligue et comme l'UNEC au Québec, c'est-à-dire de travailler sur l'amélioration des conditions socio-économiques et la professionnalisation du métier. Et si on arrive à faire si on arrive à accepter que, en tant qu'écrivain et écrivaine, on travaille professionnellement. Et évidemment, on y met beaucoup de soi, mais qui ne met pas de soi dans son métier de toute façon? C'est pas normal de devoir partager une chambre d'hôtel avec son patron. C'est pas normal d'avoir des rendez-vous pour premier entretien d'embauche dans un bar à 23 heures avec un pichet d'alcool. C'est des stratégies, disons, qui favorisent cette espèce de flou qui existe et qui fait en sorte qu'on accepte beaucoup de comportements vexatoires et toxiques. Non, mais c'est vrai qu'on n'accepterait pas ça avec son plombier, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas négocier sa facture de plomberie en fait avec son plombier. Donc en fait, quand on est dans une relation commerciale, et ça c'est quelque chose qu'on oublie dans le secteur culturel et notamment dans le secteur du livre, c'est que dans notre éditeur, c'est pas notre pote en fait, c'est pas notre petit copain. On n'est pas en train de commencer une relation amoureuse, même si au fond justement, et d'ailleurs ça se voit très bien dans votre enquête, on est un peu dans ce jeu de séduction et en fait qui va se transformer à un moment à partir du moment où il y a une mécanique qui se met en place qui fait qu'on va se retrouver dans des relations d'emprise avec l'éditeur, on quitte le champ en fait du professionnel et du commercial. Il faut pas oublier quand même que dans le métier en fait, qu'on soit dans un métier ou pas d'ailleurs en tant qu'auteur, on est dans une relation commerciale. Ce sont des usages contractuels et normalement quand on négocie un contrat, on devrait avoir un consentement éclairé pour chaque clause qu'on négocie. Et en fait là, c'est genre d'attitude qui est mis en place, on vous fait boire, on va vous faire signer votre contrat à la fin du salon à 23h au vernissage complètement en état d'ébriété. Ben ça, ce sont des vices du consentement qui devraient aujourd'hui être condamnés et refusés et on devrait vraiment sensibiliser tout le monde au fait que ça ne devrait plus avoir lieu d'être parce qu'on est dans un cadre commercial, on n'est pas dans un cadre de copinage. Ça, c'est très important de rappeler aussi que c'est souvent des empêchements à négocier ces contrats. Alors, je m'écarte un peu du sujet, mais c'est vrai qu'il y a un véritable souci dans cet écosystème. C'est cette espèce de confusion entre les relations pseudo-amicales et professionnelles avec une espèce de confusion aussi des vies personnelles et professionnelles. Et enfin, quand on travaille sur les sciences sociales du travail, justement, et sur les risques professionnels, on sait que c'est un risque qui est identifié comme favorisant ces climats très hostiles, justement. Donc, c'est vrai que c'est important de le dire. Tu parlais, Stéphanie, en effet, du harcèlement, en fait. On parle du harcèlement sexuel, mais il y a aussi le harcèlement moral à connotation sexiste. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que personne, en tant que femme, en tant que notamment jeune femme ou femme senior, parce que ce sont les plus touchés, en fait, par le harcèlement sexuel et le harcèlement moral, ce sont vraiment les publics qui sont les plus fragiles sur le marché, y compris l'édition, parce qu'on parle souvent du marché du travail, mais dans l'édition aussi, vous êtes une jeune femme, vous n'avez pas ou peu d'expérience, vous allez vous faire avoir, vous êtes une femme senior, vous avez peur de vous faire balayer par la génération qui arrive et vous allez être plus fragile. Et du coup, vous allez avoir des éditeurs qui vont mettre en place des techniques de négociation qui sont absolument scandaleuses, où on impose en fait on dit mais tu me fais confiance, on est en train en fait de donner des punitions, on est très agressif, on retire le contact, on se met à ghoster l'autrice parce qu'elle a pas dit oui la première fois. Donc là, elle est paniquée, donc du coup, elle va accepter la deuxième fois et en fait, elle se rend pas compte qu'elle est en train de se mettre dans une spirale de violence où en fait l'autre est en train de détruire sa volonté à elle en fait et qu'en fait il n'y a pas d'échange. On n'est pas dans un conflit éditorial, là. On est dans la mise en place d'une thématique qui est celle de la violence. Et en fait ça c'est quelque chose qu'il faut considérer. Moi je vois dans mes relations, les négociations que je fais avec mes auteurs et autrices, j'ai certains éditeurs, clairement la manière dont ils s'expriment avec leurs autrices pour négocier les contrats c'est pas la même. C'est de l'infantilisation, on les tutoie systématiquement, on les appelle par leur prénom, on leur parle mal, on leur parle qu'à les petites filles.
elles sont majeures, elles ont le droit de vote et on leur parle comme à des petites filles et on parle pas comme ça à Jean-Bernard, on parle comme ça à Martine. C'est pas du tout pareil en fait. Et ça, c'est du harcèlement moral à connotation sexiste. Vraiment qui porte sur la personne, sur la relation de travail, qui empêche aussi l'autrice de parler aux autres, qui empêche aux autres de parler à la personne, qui la dénigre systématiquement et qui lui dit tu es merveilleuse jusqu'au moment. Mais attention, je peux retirer mon consentement et mon admiration pour toi à tout moment. Et là, tu seras détruite en fait. Et cette menace-là, elle existe, elle est tangible et on peut même la trouver parfois dans des échanges par mail. Parce que l'impunité est telle chez certains éditeurs qu'ils peuvent en plus se permettre de l'écrire par mail. J'ai une question dans le chat qui vient directement illustrer ce que vous venez de dire tous les trois. Alors, on me dit, si par exemple un auteur ou une autrice se retrouve dans une situation de travail impossible avec un éditeur parce que ce dernier le dévalorise ou la dévalorise, lui met la pression sur des dates de rendu impossibles, crée un climat hostile, que peut faire l'auteur ou l'autrice concrètement ? Alors, c'est peut-être une réponse qu'on va donner en plusieurs temps, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer justement de mettre en lumière des solutions très concrètes. Mais est-ce que là, déjà, à cette première question, vous auriez des éléments ? Moi, ce qui me viendrait, c'est de ne pas rester seul, quoi. C'est de se rapprocher justement d'une organisation. Première chose. Ouais, je crois que c'est vraiment c'est indéniable. Dites-moi si vous avez à compléter le propos. Là, je vais direct sur le catalogue. Je vais direct sur le catalogue de la maison d'édition, je lise tous les auteurs, je les prends les uns après les autres, je leur envoie un mail pour leur demander s'ils connaissent la même chose. D'accord. Il y a un travail d'enquête en fait qui pourrait être fait. Déjà, on se rejoint. En fait, c'est-à-dire que c'est important. Les auteurs, les autrices, normalement, dans le secteur, ils sont tous sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important aussi de mine de rien, c'est très utile pour pas être seul. Donc, on se connecte sur les réseaux sociaux, on s'envoie des messages. Mais c'est pareil aussi quand on négocie un contrat, que vous avez un auteur et un illustrateur. Les deux doivent se rencontrer aussi pour voir en fait s'ils sont en train d'avoir le même niveau de négociation, qu'on n'est pas en train de promettre des merveilles à l'un et pas à l'autre. C'est important de voir si vous n'êtes pas seul. Sur toute une maison d'édition, il faut bien comprendre aussi que dans l'organisation de l'impunité de certains éditeurs, quand ils sont vraiment pas corrects, hein, je parle des auteurs vraiment pernicieux, vous en avez, ils vont protéger 5 qui eux vont passer leur temps à dire mais il est merveilleux cet éditeur, je l'adore. Mais tous les autres, c'est à ceux-là que vous devez parler et ceux-là ils peuvent se rassembler. Moi j'ai des maisons d'édition où j'ai plus de 30 dossiers. En fait, vous avez 5 autrices qui vont dire l'éditeur est super, moi j'ai jamais eu de problème. Et derrière vous avez plus de 30 qui sont ensemble et qui sont en train d'agir ensemble et qui nous disent je vis la même chose. Et en fait à la fin on se retrouve à faire des groupes de parole presque où en fait les gens sont en train de dire ah mais il n'y a pas qu'à moi qu'il a dit ça donc c'est pas moi. On arrête en fait d'inverser la charge de la culpabilité. C'est à ça en fait que ça sert, de rompre l'isolement. Et puis, ça permet aussi parfois de mettre des mots sur des situations qu'on a du mal à soi-même qualifier juridiquement parce que tout simplement, on n'est pas un sachant en droit, tout simplement. Les notions qu'on a expliquées avec la vidéo illustrée sont des notions à connaître. On a peut-être encore un peu de temps avant de passer la vidéo suivante. Est-ce que, on pourra revenir tout à l'heure sur la différence, par exemple, entre un agissement sexiste et un outrage sexiste parce que, pareil, ça ne parle pas à tout le monde. Mais avant que, éventuellement, vous répondiez à cette question, j'en ai une autre qui m'interpelle là. On me demande si un éditeur a le droit d'imposer une clause de silence pour empêcher ses auteurs je connais déjà la réponse, de s'exprimer en cas d'harcèlement. Pardon, excusez-moi, ça me fait rire. Je ne devrais pas rire, pardon. Donc on va dire que non, en fait c'est complètement interdit de priver une personne de son droit d'ester en justice et de faire condamner des infractions pénales, évidemment. Et par ailleurs, Stéphanie, pardon, je me permets juste de revenir avant et je me permets d'autant plus que en fait je me sens un peu extérieure du coup au monde de l'édition et tout. Parce que moi je suis journaliste donc je traite la politique en règle générale, donc autant vous dire que enfin, quoique. Oui. Mais loin, c'est pas loin. Mais en fait, ce que je trouve par ailleurs intéressant dans les milieux qui touchent la culture et l'art, et donc je rebondis un peu à ce que disait Pierre-Luc, c'est que il y a toujours ce côté et qui favorise cette frontière visiblement ténue entre le professionnel, le personnel. Il y a toujours ce petit côté oui, mais nous, c'est pas pareil parce que on est dans la stratosphère de l'art et de bon.
La fameuse phrase, il faut séparer l'homme de l'artiste et le... Oui, Bon, bref. oui. Moi, je suis toujours assez fascinée par ça, parce que, pour le coup, la littérature, si on prend que ce secteur, c'est la production littéraire, les œuvres, etc. Mais je veux dire, les écrivains, ce sont des hommes, en fait. Donc, il n'y a pas de... Et les éditeurs, a fortiori, encore plus. Notamment, comme le disait Ophélie, quand il y a une relation commerciale et contractuelle entre deux personnes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des années de ça, une émission striptease, l'émission belge, Feu, l'émission belge, qui avait été diffusée sur un autre éditeur de la place de Paris, bien connu lui aussi. Oui. L'émission était assez dingo. Elle est encore disponible sur les réseaux, je crois. Et elle s'appelait, et je trouve que le titre est magnifique, elle s'appelait «L'édition, c'est pas de la littérature». Et en fait, c'est exactement ça le problème. C'est que l'édition, en fait, c'est un secteur qui brasse de l'argent, du pouvoir, des rapports de force, des accords commerciaux, contractuels, etc. Des personnes qui sont au-dessus, des personnes qui sont en dessous, de la précarité. Enfin, ça génère, comme tout système en fait de travail et de secteur commercial, ça génère ces ressorts-là et donc les mécanismes attenants dont les violences sexistes et sexuelles sont l'un des succès d'année. Et je trouve en fait que c'est important en fait de reposer toujours ça. L'édition, c'est pas de la littérature. La littérature, c'est un bouquin, on en prend, on en lit quand on veut, c'est super, on s'évade, on trouve ça génial, etc. Mais dans une relation d'homme à homme et même d'écrivain à écrivain ou d'écrivain à éditeur, on parle pas mots et belles pensées en fait. On parle d'autre chose. On parle de la vie. Quoi. Exactement. Pierre-Luc, vous voulez réagir? Oui, ben, je reviendrai peut-être en quelques secondes rapidement sur la première question concernant qu'est-ce que je fais si je suis devant une situation comme celle-là. Je suis bien d'accord avec les stratégies proposées par Ophélie, mais j'ajouterais quand même que pour que la responsabilité ne repose pas sur les épaules uniquement de la personne qui est victime, d'aller vers les associations, en fait. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais d'aller vers les syndicats, vers les organisations professionnelles. À l'UNEC, par exemple, il y a une personne qui est Geneviève Lauzon, directrice des services aux membres, qui s'occupe de tous les traitements de ces cas comme celui-là et elle peut diriger le membre ou l'autrice ou l'auteur vers les ressources appropriées, vers des services de conseil juridique gratuits, par exemple, vers des sites Internet définitoires. Ça, c'est important parce que, comme on le disait tout à l'heure, on ne sait pas toujours non plus à quel point est-ce qu'on doit accepter certaines choses parce qu'elles ont toujours fait partie de la culture. Et bon, je vous apprends rien, vous êtes femme, vous avez été socialisée justement à accepter, à encaisser, à vous taire, etc., etc. Mais il y a des choses qui, malgré cette culture-là, sont inacceptables et ont été déterminées comme étant inacceptables par la société. Et donc, par exemple, je pense à l'UNEC, ce qu'on est en train de faire avec la nouvelle page web, mais il y a Éducalois aussi au Québec qui a des pages web très intéressantes pour reconnaître, en fait, sensibiliser le public général aux définitions des comportements vexatoires, des comportements toxiques, du harcèlement sexuel, du viol, de l'agression sexuelle, qui, chaque catégorie, disons, va engendrer son processus différent. Si on a été victime d'un comportement vexatoire, on ne va pas à la police, par exemple. On ne va pas au service des forces de l'ordre. Mais il y a tout de même des ressources qui existent. Mais ça, c'est une question d'éducation populaire qu'à l'UNEC, on a pris sur nous de disséminer. C'est-à-dire qu'on comprend très bien qu'il y a de la prévention à faire, il y a des dénonciations et des réparations à faire, mais il y a aussi une reconnaissance de ces comportements-là qui restent disons, à transparaître dans la société en général parce qu'on a été formaté en tant qu'être humain vivant dans une société patriarcale justement à accepter des choses qui sont pourtant inacceptables, même aux yeux de la loi, qui est pourtant assez masculine et blanche et coloniale. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important de dire oui, il ne faut pas rester seul et il faut se tourner vers les organismes qui peuvent nous aider aussi, qui peuvent nous mettre des ressources sur notre route. Donc,
c'est ce que je voulais ajouter, en fait. Non, c'est vrai, tu as raison, tu as totalement raison, Pierre-Luc. Je sais pas si on a encore le temps, mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est important quand on est seul. La première chose, déjà, c'est d'essayer de se tourner vers d'autres personnes de la maison d'édition en se disant, je ne suis pas seule. Après, je dirais que c'est presque la deuxième étape, c'est d'aller chercher de l'aide vers plus gros que soi. Et notamment, des structures comme la Ligue, comme votre structure, ou comme nous, la Charte des auteurs et illustrateurs. Souvent, moi, je reçois tous les jours des messages qui me disent, mais est-ce que c'est normal si? En général, c'est pas normal. Et c'est important de regrouper ces gens-là. Nous, on fait des formations plusieurs fois par an. Et là, encore la semaine dernière, moi, j'ai fait une formation de 2 jours. Et à un moment, il y avait plusieurs personnes qui avaient publié dans la même maison d'édition. Et à un moment, ils ont commencé à dire tous, est-ce que c'est normal si? Et là, on leur a dit non, non, votre consentement, il est biaisé, l'attitude, elle est pas normale, on vous met des délais, les illustratrices, elles sont martyrisées. C'est pas normal de pleurer quand on sort d'un rendez-vous éditorial. On est censé être dans une relation commerciale. Moi, je ne pleure pas quand je négocie avec mon plombier. Donc en fait, vous ne devriez pas. En fait, il y a un moment, il faut aussi enlever en fait toute cette dimension émotionnelle très très forte qu'il y a dans les relations. Et ça, en fait, c'est là aussi où c'est important d'aller voir des gens qui savent comment ça marche, qui vous disent. Et moi, je comprends pas, ils sont hyper connus dans le secteur. Et t'as envie de dire, bah oui, ils sont hyper connus, mais en même temps, tout le monde sait qu'ils sont fous. Donc du coup, il faut aussi être conscient que ces personnes-là, il y a un problème, que le problème va peut-être être réglé demain, après-demain, grâce à des personnes comme Hélène, mais que pour l'instant, en attendant, armez-vous et dites-vous en fait qu'il ne faut pas que vous le preniez personnellement. Ça vous arrive pas à vous tout seul. Donc c'est pas vous en fait qui êtes visé. C'est un système. On va regarder une nouvelle séquence alors de témoignages anonymes qu'on a reçus depuis ces derniers mois, qui, vous le verrez, sont assez édifiants. Émilie? Je ne sais pas si c'est le changement brutal de personnalité qui est passé de très, voire trop chaleureux et enthousiaste à une absence totale de réponse pendant un mois, qui peut s'expliquer par le fait que je n'ai pas semblé très réceptive lors de notre déjeuner. Mais de ces rencontres, je garde l'impression d'une attitude de fausse séduction, de fausse sensualité crasse, qui tient plus du comportement physique, regard, intonation, façon d'occuper l'espace, que des seuls propos isolés. C'est un salon du livre en province. Le samedi soir, sous la boule à facettes, nous dansons. L'ambiance est bon enfant. Soudain, je sens une masse derrière moi, celle d'un corps masculin qui se frotte sur mes fesses. Je me retourne brutalement, choquée. L'homme, que je reconnais pour être un juré de prix littéraire, me dit « Désolé, mais c'est trop bon. Je ne peux pas m'en empêcher. » Je propose à un auteur de renom qui, depuis, a reçu l'un des grands prix littéraires du pays, d'écrire une nouvelle pour ma collection. Première surprise, première victoire, il me répond et me propose qu'on discute du projet. Rendez-vous est pris au bar d'un hôtel parisien. Je vais pouvoir lui parler de la collection, de la ligne éditoriale. La soirée s'éternise, jusqu'au moment où il me force à l'embrasser. Je le repousse, il recommence. Ses mains sur mes seins. Je le repousse, j'ai mal au ventre. Je n'en parle à personne. Le lendemain, l'auteur m'écrit « J'ai fait des rêves érotiques de toi ». Alors que nous terminons nos plats, il propose de me lire le début de son nouveau manuscrit. Bien intéressant, quel roman prometteur. Il esquisse un sourire. Voudriez-vous que je vous lise la suite dans ma chambre, juste au-dessus ? Je suis glacée, statufiée. Cet homme de 72 ans, cet homme qui me parle de ses petits-enfants avec adoration, a cru possible de me déshabiller et de m'avoir dans son lit. Pas une fois il ne m'a touchée, mais c'est lui qui m'a le plus sali. Il ne doutait pas de sa supériorité. J'ai pu dresser un profil type du harceleur. Le harceleur a une position importante dans l'édition. Il est éditeur parfois, écrivain. Il est pratiquement toujours journaliste ou peut influencer des journalistes pour échanger des relations sexuelles avec des promesses d'articles ou d'invitations à des émissions. C'est une constante. Journaliste parce qu'il profite de son statut pour promettre un article dans sa revue ou son journal. Les mots d'une écrivaine ne suffisent pas. Pour qu'un livre se vende, nous devons espérer que notre livre soit adoubé par l'un d'eux. Sorte de paternalisme rejoué à l'infini, auquel on n'échappe pas et qui permet, je pense, ce genre de situation. C'est le cas d'un journaliste qui a détruit beaucoup d'écrivaines par ses assauts répétés et rodés. Une écrivaine s'est confiée à moi. Avant l'émission littéraire où il l'avait invitée, sous prétexte de la préparer, ils ont eu des conversations téléphoniques. Puis, après l'émission, à peine rentrée chez elle, elle a reçu un SMS pour lui demander si elle était célibataire. Elle l'était. Elle a reçu une centaine de SMS, 120 exactement, où il lui posait des questions de plus en plus personnelles, comme s'il était devenu fou. Il lui écrivait des messages qui au départ étaient sympathiques et qui devenaient de plus en plus tendancieux. Elle a refusé un dîner avec lui. Là, les insultes ont commencé. Elle m'a montré des SMS. C'était « Vous pouvez dire au revoir à votre carrière d'écrivaine. Vous ne vous rendez pas compte, me refuser, cela va vous attirer des problèmes.
Elle a fini par blacklister son numéro de téléphone, ce qui l'a rendue malade, car elle devait avoir un long papier dans son journal ensuite, et elle savait qu'il annulerait. Il l'a annulé. Seulement quelques semaines plus tard, elle s'est retrouvée dans un salon du livre à côté de lui. Elle était envahie par la peur. Sa voix était éteinte et je voyais la panique dans ses yeux. Alors, on a vu ces témoignages édifiants. Ophélie, comment analysez-vous juridiquement, au regard de ce qu'on vient d'entendre et au regard d'ailleurs de vos propres outils, ces cas très concrets? Alors, la main aux fesses, par exemple, les mains baladeuses, comment est-ce que juridiquement on les qualifie, ça? Alors, typiquement, la main baladeuse, souvent on a envie de dire que c'est un abus, en fait, un mauvais comportement, mais pas du tout. C'est une agression sexuelle. Concrètement, en fait, vous prenez, là, vous portez plainte et c'est une agression sexuelle. C'est pas, donc vous avez l'impression que ce comportement-là a été tout petit et que c'était rien du tout. C'est une agression. Forcer quelqu'un à l'embrasser par surprise, par la contrainte, par la surprise, c'est en fait une agression. Donc toucher quelqu'un, donc les zones génitales ou érogènes, créer un contact forcé sur ces zones-là, c'est une agression sexuelle. Et donc, c'est prison et amende. Oui. Prison, c'est 5 ans, me semble-t-il, et avec des circonstances aggravantes. Ouais, il me semble qu'on peut aller jusqu'à 7 ans quand il y a un abus d'autorité ou une fonction qui aurait en quelque sorte généré. Voilà. Notamment sur des publics vulnérables. On a d'autres questions qui nous viennent du chat également. Que répondre quand un collègue n'arrête pas des remarques à connotation sexuelle et se défend en disant que c'est juste de la drague lourde, je cite. Ça renvoie à une autre question qu'on peut se poser, c'est le fait de faire constamment des remarques sur le physique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des... Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on les qualifie? Déjà, concrètement, votre consentement, il n'y est pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait part de vos remarques répétées sur le fait que ça vous dérangeait, ça veut dire que votre consentement n'est pas là. Donc, à partir du moment où vous dites non, en fait, il y a un moment où votre collègue doit arrêter. À partir du moment où il crée, en fait, par ses remarques, que ce soit une fois ou de manière répétée, il crée un climat donc offensant, hostile, intimidant pour vous. En fait, vous n'êtes pas à l'aise. Donc, ça crée en fait un différentiel dans votre présence dans le travail, dans l'exercice de vos fonctions. Donc, concrètement, là, on peut se retrouver soit en fait dans l'agissement sexiste parce qu'on est sur le lieu du travail, et donc du coup, vous avez agissement sexiste, outrage sexiste qui sont la même chose en fait. Sauf qu'il y en a un dans le code pénal, un dans le code du travail. Et en fait, si c'est répété, en fait, il y a un moment où vous pouvez aussi lui dire attention, ce que tu es en train de faire en fait est constitutif en fait. C'est un agissement sexiste qui, de manière répétée, est constitutif de souffrance au travail, qui, si tu ne mettais pas fin en fait à ces remarques répétées, pourrait être constitutif de fait de harcèlement moral à connotation sexiste, voire de harcèlement sexuel. Donc là, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est en fait aller prévenir les RH et s'il n'y en a pas, lui envoyer mail en disant Gérard, tu m'as dit plusieurs fois, tu me fais régulièrement des remarques répétées sur mon physique, ça me dérange, je te demande d'arrêter. Et pour rappel, et là vous pouvez aussi faire un rappel, je te rappelle en fait qu'aujourd'hui, en fait depuis 2016, en fait ce type de propos est en fait condamné par la loi. Parce qu'il faut bien comprendre que l'agissement sexiste ou l'outrage sexiste, il y a quelques années, ça n'existait pas. D'ailleurs, ça a été tout le problème en fait de MeToo, c'est que dans l'arsenal juridique français, avant MeToo, il n'y avait pas d'agissement sexiste. C'est-à-dire que par exemple dans la rue, vous étiez sifflé, interpellé grossièrement, vous faisiez des remarques graveleuses sexuelles, vous étiez mal à l'aise dans la rue. Votre présence dans la rue n'était pas la même que celle des hommes. Et en fait, à l'époque, on ne pouvait pas qualifier ça de harcèlement parce qu'il n'y avait pas de caractère répétitif. C'était une seule fois dans la rue. Bon, peut-être que la personne faisait 3 remarques en 5 minutes, mais concrètement, il n'y avait pas de caractère répétitif. C'est ce qui s'est passé avec Balance ton port. La personne, en fait, qui a dénoncé Balance ton port, a dit cette personne m'a harcelé et elle l'a nommée. Et en fait, elle a été attaquée en diffamation et elle a perdu à l'époque parce qu'en fait, comme c'était des propos qui avaient été dits qu'une seule fois, c'était un outrage sexiste et c'était pas du harcèlement. Alors finalement, elle a gagné, en fait, en appel, tout ça. Mais concrètement, il faut bien comprendre que si votre collègue, il vous fait des remarques appuyées sur votre physique, alors on a le droit de temps en temps de dire elle est sympa ta jupe. Mais vous voyez bien la différence entre sympa ta jupe parce que vous arrivez de vacances et vous dites hey, j'ai fait les soldes. Alors là, on a tous le droit de dire bravo à la jupe, bravo à la robe ou à la jupe. Par contre, tous les matins, sympa ta robe, ou j'aimerais bien t'enlever ta robe, ou je suis en train de présenter le budget ou mon manuscrit et là on me dit et sous cette robe qu'est-ce qui se passe? Là concrètement, on est dans la création d'un environnement hostile, intimidant, offensant. Donc votre collègue, vous pouvez aussi lui copier-coller le paragraphe que vous allez trouver sur tous les sites en fait, justice, travail, égalité, donc définition de harcèlement sexuel, et vous le lui envoyez. Et vous lui envoyez aussi agissement sexiste. Et en fait, ça contribue, si la personne ne comprend pas que c'est de l'humour et que déjà ça en est pas,
concrètement. En fait, son humour à Jean-Bernard, on s'en fout. C'est pas de l'humour, ce n'est plus de l'humour, en fait. Aujourd'hui, c'est qualifiable, en fait, juridiquement. Et il faut bien aussi qu'il comprenne qu'à partir du moment où il fait ça, que vous dites non, il est en train de nier votre volonté et qu'il est en train de créer un espace différentiel dans l'espace de travail et que vous n'avez plus le même accès, vous n'êtes plus dans un accès égal à l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous mettez en place une pratique discriminatoire dans l'accès à l'emploi et donc votre rapport à l'emploi va être en fait les plus protégés. Et en fait, clairement, c'est ce qui conduit plein de femmes en fait à quitter le monde du travail, un espace de travail, parce qu'en fait, on ne les protège pas. Donc là, si clairement vous n'avez pas de DRH qui vous protège, vous mettez ça ici et ensuite c'est inspection du travail. En fait, faut appeler le chef. Vous lui envoyez ça par mail, tout par écrit, pour rappel, vraiment un truc de juriste, mais vraiment c'est tout par écrit, c'est pas à l'oral. Je dis le fait. Je dis pourquoi ça me dérange, et je dis que ça me dérange, et je demande de l'aide. Et concrètement, légalement, dans la loi, votre employeur, si vous lui dites « je pense être victime de harcèlement », qu'il y a le mot « harcèlement » dans le courrier, en fait, s'il ne vous aide pas, depuis décembre 2019, il se met en tort. Donc concrètement, votre employeur, si vous marquez « harcèlement » qui ne vous aide pas dans les 2 mois, il se met en tort, et vous pouvez aller voir l'inspection du travail, et il est condamné, en fait. Et là, il a une enquête, et il n'est pas très content. Donc il a intérêt à réagir relativement vite. Et par ailleurs, sur un autre plan que le plan juridique, parce que ça touche le secteur de l'édition, des littératures, mais absolument tous les secteurs en fait où il y a des hommes et des femmes. Le côté, on fait des blagues, c'est-à-dire le type qui dit ah ça va, t'es pas drôle et tout, et pour la femme, la culpabilité en fait qui peut être engendrée par ce type de remarques, du genre je suis un peu coincée, je dois pas être très drôle, c'est vrai finalement c'est pas méchant, etc. C'est non. En fait, c'est toute la question du consentement. À partir du moment où une femme se sent gênée à un endroit parce qu'il y a eu un geste, parce qu'il y a eu un propos, parce qu'en fait ça la saoule, ça veut dire qu'il y a un problème. Je veux dire, il faut vraiment rester focus là-dessus. On n'est jamais responsable de quelque chose qui nous touche profondément et qui nous gêne en fait. S'il y a une gêne, c'est qu'il y a un problème en fait. Et c'est pas à la victime de se sentir coupable ou responsable de quelque chose. Et à partir du moment où une femme ressent que en fait, effectivement, la blague de Jean-Bernard répétée 1 fois, 2 fois, en fait, elle est lourde. Peut-être que Félix, il répète la même, mais en fait, Félix, il nous plaît bien, donc ça va. Mais Jean-Bernard, on n'en veut pas, en fait. Donc, c'est toute la question du consentement. Et il faut vraiment, je pense, quand on est une femme, s'écouter de façon très précise sur ce genre de cas. Et quand on est une femme, on sait très bien faire la différence entre « j'aime bien ta robe » et elle est bien ta robe. En fait, on la comprend tout de suite, la différence. Je veux dire, il n'y a même pas à réfléchir, en fait. C'est clair. Et on n'a pas culpabilisé. C'est-à-dire que effectivement, par le prisme du bon sens, on comprend parfaitement la différence. Alors après, avec des œillères de juriste, et je le dis en tant que juriste, c'est pas toujours simple de matérialiser aussi certains éléments qui vont caractériser l'infraction. Et je le dis pas pour dire que je me réjouis de cette difficulté, mais c'est vrai que c'est un constat qu'on fait très souvent de la difficulté qu'on a à matérialiser les infractions. Mais c'est aussi pour ça que dans l'édition, il faut apprendre. Moi, je vois chez beaucoup d'auteurs qui sont enfermés chez eux, cet isolement aussi fait qu'on a du mal. On sort des fois, on est un peu comme un Bernard l'Ermite, on a du mal à sortir de sa coquille et à dire expressément ce qui nous dérange. On est dans une sorte d'émotion, on est hyper émotif. Moi, j'ai beaucoup d'autrices qui me disent oui, on m'a dit ça, on m'a fait ça. Du coup, pendant 6 mois, j'ai pas touché Internet, j'ai pas écrit. Du coup, je suis partie du secteur. C'est pas ça qu'il faut faire. Faut apprendre à exprimer son désaccord. En fait, ça, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend jamais. Déjà pas assez à l'école et clairement pas dans le secteur de l'édition. On nous apprend, en fait, on a tellement conditionné depuis qu'on est né à ne pas déplaire. En plus, là, on est dans un endroit où il faut plaire. On est un peu comme dans le monde du cinéma où il faut plaire. Il faut que nos écrits plaisent. Il faut qu'en tant que personne, on plaise. Il faut plaire à son éditeur. Il faut être sympa. Il faut être machin. Et en fait, on a tellement peur de déplaire qu'on n'ose pas à un moment dire ce que tu fais ne me plaît pas. Et en fait, surtout si la personne se met d'un coup immédiatement à, en fait, inverser la charge de la culpabilité en disant mais c'est toi qui me rends comme ça. C'est toi qui est pas drôle. C'est toi le problème, en fait. Et ça, il faut apprendre, en fait, à résister à la critique. On fait un pas de côté et on se dit non, mais en fait, là, le problème, c'est qu'il est en train de m'inverser le truc. Là, il est en train de me manipuler, en fait, en me disant que c'est moi le problème. Le problème, c'est pas moi parce que je suis en train de m'énerver, parce que j'ai pas envie qu'on me fasse des remarques sur mon physique, ou j'ai pas envie qu'on m'impose une clause dans mon contrat, en fait. Le problème, c'est que tu ne veux pas écouter les autres quand ils te parlent. Il y a un moment, on est 2 personnes. Et il faut bien identifier, vraiment, ça, c'est important, dans les violences sexistes et sexuelles, d'identifier la différence entre le conflit et la violence.
C'est-à-dire que le conflit, vous avez deux personnes. Vous avez un projet par exemple éditorial, vous avez une méthode de travail, vous travaillez ensemble. À partir du moment où les deux personnes peuvent être en désaccord, on est bien, bah voilà, moi je pense ça, moi je pense ça, moi je pense ça. On discute, on est bien là, on est content. Et à la fin, on va trouver un compromis. De l'autre côté, vous avez une personne qui décide en fait que l'autre, elle se tait. En fait, elle travaille, elle respecte le truc, elle écoute quand il parle, elle couche avec lui quand il a demandé. Mais en fait, il y a qu'une seule personne qui parle en fait. Et là, en fait, on est dans la destruction en fait de la volonté de l'autre, et donc du coup, là, on est dans un conflit. Il faut être capable d'identifier en permanence la différence entre les deux. Quand vous êtes de ce côté-là, du côté de la violence, là, vous vous dites j'arrête, et vous comprenez bien toutes les étapes de la violence qui vont être mises en place, et que un des trucs les plus importants, c'est que la personne organise en face son impunité en étant sympathique par ailleurs, et surtout qu'elle inverse la charge de la culpabilité. Donc à la fin, c'est vous qui vous retrouvez tout seul ou toute seule chez vous, en train de vous dire mais je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que vous devez arrêter de penser, et notamment en vous rassemblant avec d'autres organisations, avec d'autres auteurs, avec d'autres personnes du secteur. Bien sûr. Je voudrais vous poser une question, Hélène et Pierre-Luc. La même question d'ailleurs, avant de passer à la dernière petite capsule vidéo. Les victimes que vous avez rencontrées, est-ce qu'elles connaissaient ces règles-là? C'est-à-dire que ce soit du côté du droit français ou du droit applicable chez vous, Pierre-Luc. Est-ce que les victimes ont une connaissance de ce droit-là? Je ne sais pas qui veut commencer. Je dirais que plus ou moins, c'est-à-dire que pour ce qui est des cas les plus graves, je pense qu'il y a un consensus sur le viol, par exemple. Oui. Je vais prendre cet exemple-là là, parce que c'est, disons, peut-être le plus spectaculaire, entre guillemets, mais il y a un consensus sur le fait que oui, c'est punissable par la loi, que c'est interdit, bon, etc., etc. Mais pour tout ce qui est des comportements, même le harcèlement, comme Ophélie le disait tout à l'heure, c'est des zones grises encore qui doivent être travaillées beaucoup. Et je pense que c'est de notre responsabilité aussi en tant qu'organisation. Là, je parle au nom de l'UNEC en ce moment. Je mets ce chapeau particulier-là pour dire qu'en fait, nous, justement, dans cet objectif de sensibilisation, de reconnaissance, ça nous appartient, cette responsabilité-là, d'informer nos membres, mais aussi le public général par nos prises de position sur la place publique, dans les médias, etc., d'expliquer ce qui est acceptable, pas expliquer ce qui est acceptable, mais expliquer ce qui est inacceptable surtout, et quelles sont les démarches et quelles sont les lois qui lui sont attachées, parce que c'est vrai que c'est complexe. Et il y a toute la question de la peur aussi, même si on sait très bien que, bon, sur papier, ce comportement est inacceptable, etc. Mais qu'est-ce qui va arriver si on dénonce? Est-ce qu'on sera véritablement appuyé? Est-ce que le milieu va changer, ou est-ce que ce sera simplement une espèce de feu de paille et que tout va redevenir à la normale, entre guillemets encore, quelques mois après? Donc, je pense qu'en tant qu'organisme et allié, on a la responsabilité justement de faire ce travail de sensibilisation-là et de faire le travail d'accompagnement sur la place publique pour que le silence se brise, en fait. Et je sais qu'on dit, bon, ne restez pas seul, n'ayez pas peur, prenez la parole, etc. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Et il y a toutes sortes de conséquences qui sont pas nécessairement juridiques, qui peuvent venir avec une prise de position comme celle-là, c'est-à-dire l'angoisse, le stress, la paranoïa, la peur. Tout ça est tout à fait légitime. Et donc, oui, cessons de garder le silence sur certaines choses, mais comme dans l'article de Hélène, il y a un employé d'une maison aussi qui a pas pris part à ça, mais qui dit, je pense que on a toléré les uns les autres beaucoup trop de choses, on aurait dû réagir plus tôt, mais voilà, c'est ça. En tant que témoin et que non-victime aussi, il faut briser le silence pour que ce soit plus facile pour les victimes après d'aller chercher réparation. Je pense que je ne réponds pas très bien à la question, mais je vais laisser. En tout cas, c'est passionnant. Donc, c'est très bien. C'est très bien. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Simplement sur la question de comment, moi je pense que c'est très important, et c'est précisément d'ailleurs l'objet de cette émission, moi je pense, et de façon plus générale, je pense que c'est très important, je déteste cette expression mais je vais quand même l'employer, de faire de la pédagogie sur ces types de questions. Pourquoi? Moi j'ai rencontré beaucoup de personnes,
pas forcément dans le cadre de cette enquête, mais beaucoup de femmes qui en fait, y compris sur la question du viol, n'ont pas tellement conscience de ce qu'est un viol aujourd'hui. On le sait parce que ça a été beaucoup dit et beaucoup répété, mais je pense pas encore assez, que la plupart des viols se font aujourd'hui dans le cadre très familial, voire conjugal. Et qu'en fait, il y a pas de droit conjugal, en fait. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que votre mari ayant un rapport sexuel avec vous alors que vous êtes en train de dormir, ça s'appelle un viol, par exemple. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, pas encore très intériorisé. C'est-à-dire que les notions sont encore un peu floues parce que c'est le fruit d'années et d'années de méconnaissance sur ces sujets. Donc il n'y a pas personne ne doit culpabiliser sur la question. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important en fait, de la même façon ce qu'on disait avec Ophélie. En fait, une remarque répétée sur le physique ou à connotation sexuelle, en fait, c'est pas une blague. Voilà. Votre mari qui a un rapport sexuel avec vous sans votre consentement, c'est pas juste un droit conjugal en fait. Voilà, ça relève de la loi et désormais de la loi pénale, donc enfin du pénal. Donc on n'est pas et je trouve que ça, pour le coup, il y a une méconnaissance et des mécanismes juridiques qui pourraient être tirés par les personnes qui en sont victimes, mais même plus profondément en fait de ce qui relève de l'acceptable et du non acceptable en fait. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Alors c'est vrai que j'aime pas trop la notion de pédagogie non plus par rapport à ce sujet-là. Moi, à titre d'expérience professionnelle, je donne des formations à des conseillers prud'hommes et j'ai longtemps été surprise de voir que, par exemple, quand je leur posais la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait caractériser le fait d'imposer à une femme une fellation, que systématiquement, ils allaient du côté de la qualification d'agression sexuelle et pas de viol. Comme si, en fait, on avait aussi une représentation de cette infraction très restrictive, celle de viol, et qu'on n'imaginait pas que ça pouvait aussi être un viol dans ce cas de figure. Et donc, il y a vraiment un travail d'information et d'alerte qui doit être mené sans relâche. Sachant que 9% des viols ont lieu sur le travail. Exactement. Alors ça, c'est encore autre chose, en sachant que sans doute beaucoup ne sont pas dénoncés au regard du risque qu'on aurait à perdre cette situation professionnelle qui est quand même le garant du seul moyen qu'on a pour beaucoup de subvenir à nos besoins. Donc on imagine en effet que la particulière vulnérabilité dans laquelle on se trouve à ce moment-là fait qu'il doit y avoir un silence terrible et elles sont souvent murées, ces victimes. Il faut en tout cas informer, alerter sans relâche. On va regarder une dernière chronique. Alors, de manière exclusive, nous avons eu la possibilité de contacter les personnes en charge du compte Insta Balance ton éditeur, qui justement travaille à cette information et à cette alerte. Alors c'est un collectif contre le harcèlement, les discriminations et les mauvaises pratiques dans le monde de l'édition. Et on a souhaité leur poser quelques questions pour revenir tout simplement sur l'origine de leur compte. Émilie, c'est à toi. L'idée de créer ce compte est partie de la réalisation d'un constat. Au fil de nos années d'expérience dans ce milieu, nous avons subi ou été témoins de nombreux comportements déplacés, discriminants ou humiliants. Nos amis et collègues également. L'édition étant un petit milieu dans lequel on entre et on reste souvent par passion, la tendance est à ne rien dire, à garder ses expériences pour soi, par peur d'en être exclu. Parfois, celles et ceux qui osent parler se heurtent à l'indifférence ou à l'impuissance de leurs interlocuteurs. Dans certains cas, on les encourage même à ne rien dire. Depuis la parution du consentement de Vanessa Spingora et de la création des différents comptes Balance, Ton ou Ta sur les réseaux sociaux, nous avons vraiment pris la mesure de l'ampleur de la violence et des mauvaises pratiques dans ce milieu. Et nous avons décidé qu'il était temps que la honte change de camp. Notre démarche n'est pas motivée par un désir de vengeance ou d'humiliation, au contraire. En inscrivant noir sur blanc comme nous le faisons ces phrases entendues ou ces choses vues, en les sortant du cadre feutré des bureaux, nous en révélons toute la violence et la normalité. Notre volonté est d'alerter afin que chacun puisse, à son échelle, prendre la mesure de la situation et réagir. Nous recevons au minimum une trentaine de témoignages par semaine, par mail à balancetonediteur@gmail.com ou par message privé sur le compte Instagram @balancetonediteur.
Le monde de l'édition n'échappe malheureusement pas aux formes de discrimination et aux comportements à caractère violent que l'on retrouve dans tous les milieux. Harcèlement moral et sexuel, agression, misogynie, racisme, homophobie, transphobie, validisme, mépris de classe. S'il est vrai que le milieu s'est féminisé, les hommes demeurent toujours en majorité aux postes décisionnels les plus élevés, et malheureusement le système peut aussi conditionner des femmes à reproduire certains comportements misogynes. Ce milieu, qui participe activement à la transmission des savoirs, n'en reste pas moins idéalisé et toujours aussi opaque. La parole est peu écoutée. Les personnes à qui les témoins ou les victimes osent se confier se cachent encore trop souvent derrière les justifications visant à minimiser la situation. Cette personne est comme ça, on ne peut pas la changer. Il est comme ça avec tout le monde, il ne faut pas le prendre personnellement. Elle est connue pour être comme ça, ne fais pas attention, etc. Or, il est justement temps que l'on y fasse attention. Dans ce milieu, peut-être plus encore qu'ailleurs, on sait comme les mots ont un sens, un impact, et qu'ils ne s'emploient pas légèrement. Quel que soit le contexte, qui que soit la personne en cause, rien ne justifie les choses entendues et vues que nous relayons sur le compte Instagram. Commencez par mettre un terme à une certaine culture de la séduction. Non, ce n'est pas agréable d'être ramené à son genre dans son milieu professionnel. Non, ce n'est pas charmant qu'un collaborateur commande notre physique ou nous touche sans permission. Non, ce ne sont pas des bons mots, il n'y a rien de flatteur ou de plaisant, ce n'est pas du badinage, c'est tout simplement à proscrire. De même que balayer d'un revers de main la parole des victimes et des témoins lorsque l'on trouve le courage de dénoncer des dérives ou des violences. Ne plus trouver d'excuses. Ce n'est pas parce que cet homme a permis à la maison d'édition d'augmenter ses bénéfices qu'il faut fermer les yeux sur la fois où il a sexuellement agressé une collègue dans le parking, entre autres exemples. Mettre un terme à l'impunité. Apprendre aussi à décentrer son regard, dans les bureaux comme dans le choix des publications, la promotion, les visuels choisis. Le maître étalon n'est pas un homme blanc hétérosexuel cisgenre de classe moyenne supérieure. Et enfin, prendre conscience que l'injonction à la liberté et à ne pas être coincé ne justifie jamais les comportements rapportés dans les témoignages que nous recevons. Jamais. L'édition est un petit milieu dans lequel on reste par passion. La tendance est de ne rien dire. On le voit bien, hein, on en a parlé tout à l'heure de cette forte imbrication entre les vies personnelles et professionnelles. J'avais encore une question pour les intervenants. On a beaucoup parlé des circonstances soi-disant atténuantes. Vous savez, il est comme ça avec tout le monde, donc faut pas le prendre personnellement. Il a bu, donc il n'était pas dans son état normal. Je voudrais simplement poser la question, éventuellement voir avec vous si vous avez des éléments de réponse, mais on est d'accord que ce ne sont pas des circonstances atténuantes et que d'ailleurs pour la seconde, à savoir le fait d'avoir commis ces agissements en état d'ivresse, c'est plutôt constitutif d'une circonstance aggravante. Alors je sais que c'est comme ça dans le droit français. Pierre-Luc, c'est comme ça aussi chez vous ? C'est une excellente question à laquelle je peux malheureusement pas répondre. Il faudrait que je vérifie ou que je m'informe auprès d'un ou d'une juriste. Mais si on me demande mon opinion personnelle, c'est clair que je vais abonder dans le même sens. C'est-à-dire que de toute manière, comme je disais tout à l'heure, on parle de relations professionnelles. Donc, les relations professionnelles ne devraient pas se dérouler en état d'ivresse en partant. Enfin, en tout cas, on voit encore une fois qu'il y a une forme d'inégalité de traitement parce que la femme qui boit, c'est forcément de sa faute si elle s'est faite en plus agresser sexuellement. Par contre, le fait d'avoir consommé de l'alcool pourrait disculper dans dans l'imaginaire collectif, alors qu'on le rappelle, c'est une circonstance aggravante. Voilà, je crois que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui il y a une si faible en fait proportion de viols qui sont pas, notamment pour les viols, qui sont pas qualifiés, en fait, qui sont pas condamnés. C'est parce qu'en fait, quand vous êtes face à un jury d'assises, la plupart des gens vont donner des circonstances atténuantes aux hommes, notamment. Et ça, c'est vraiment une vraie tradition juridique française. C'est-à-dire que au 19e siècle, c'est Napoléon Bonaparte qui l'a mis en place. Vous tuez votre femme, en fait, vous avez des circonstances atténuantes. En même temps, elle n'avait pas été sympa, elle vous a trompé, tout ça. Et en fait, quand vous étiez un homme, vous aviez en fait des circonstances atténuantes pour en fait liées aux violences que vous pouviez commettre, notamment vis-à-vis de votre femme qui était la première de vos enfants. Le problème, c'est qu'en fait, on a beau avoir changé la loi au fur et à mesure, on continue d'avoir culturellement dans la loi en fait cette impression que en fait les hommes ont toujours des circonstances atténuantes. D'ailleurs, vous avez remarqué quand on tue en fait sa femme, souvent on dit oui mais elle était pas sympa.
On va dire, bah, en fait, oui, tu l'as tué. En fait, il y a aucune circonstance aggravante, en fait, atteignante à ça. En fait, tu as tué ta femme. Et donc, c'est pas parce qu'elle était pas sympathique avec toi le matin qu'elle te filait pas le café au lit que, en fait, ça justifie le fait de la tuer. Par contre, une femme qui va se balader, qui va aller voir un éditeur parce qu'elle croit benoîtement, peut-être naïvement, parce qu'il lui a fait croire que ça marchait, qui va boire un verre et qui va pas gérer son alcool et qui va se rendre compte qu'elle a été victime de violence, on va estimer que c'est sa faute. Et elle-même, en fait, va considérer, tout à l'heure, on parlait de la représentation du viol, mais aujourd'hui, vous avez quand même un tiers des Françaises qui partent du principe que s'il n'y a pas de lésion interne, ce n'est pas un viol. S'il n'y a pas de violence avec des lésions internes. Et donc ça aussi, c'est quelque chose aussi à se rappeler, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a des séquelles il y a de physiques. Ouais. Pareil, il y a des traditions qu'on a pu dire. Oui. Par ailleurs, juste simplement pour faire un rebond là-dessus, y compris sur la façon dont la justice doit évoluer sur ce type de sujet. J'avais travaillé en début d'année sur un article sur la façon dont les avocats et les avocates peuvent plaider dans les affaires de violences sexistes et sexuelles. Et en fait, j'étais assez fascinée par une réponse que m'avait faite une avocate qui m'avait dit c'est quand même incroyable quand une victime se retrouve face à un juge ou une juge, enfin certains, hein, je ne veux pas faire de généralité, hein, souvent, ou face à des enquêteurs, souvent on lui demande comment vous étiez habillé. Est-ce que vous étiez ivre ? Dans quelle situation exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Et elle me dit, c'est drôle parce que quelqu'un qui se fait voler son téléphone portable dans la rue, on lui dit jamais, ah bon, mais quand même, vous vous promeniez dans la rue avec votre téléphone à la main, c'est quand même un petit peu risqué, non? Et c'est assez étonnant, en fait, de voir comment on a, y compris dans notre système judiciaire et policier, intégré des choses qui sont vieilles comme le monde, une fois de plus, mais qui ne devrait plus en fait avoir lieu et que ce truc de la circonstance en fait qui est en fait un moyen supplémentaire d'ajouter une petite couche de culpabilité là où on a déjà pas mal, il faut balayer tout ça en fait, ça n'existe pas. Et je trouve que c'est toujours un bon exercice quand on se sent soi-même victime d'une situation de la reporter sur autre chose, c'est-à-dire de toujours se poser des questions de base. Est-ce qu'il m'aurait parlé comme ça si j'étais un homme? Est-ce qu'il aurait agi de toute façon si j'étais un homme? Est-ce que si j'avais été dans une autre situation, typiquement le plombier, c'est une bonne situation, mais même un autre, si j'avais été face à un professeur, est-ce qu'il se serait adressé à moi de cette façon? Et souvent la réponse est non en fait. Non, bien sûr. Là, ça permet de dégrossir un peu la problématique. Ce sont des méthodologies, en tout cas très, je dirais, ludiques, mais alors pas au sens péjoratif du terme, dans le sens où on veut infantiliser ceux qui nous écoutent, c'est pas du tout le but, mais en tout cas qui nous permettrait en effet d'avoir comme une forme de réflexe pratiquement automatique et qui nous permettrait de vaincre et de combattre ces traditions qu'on a peau dure, quoi. Ophélie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, excuse-moi, rapidement, c'était justement sur cette notion de tradition. Tout à l'heure, on a parlé de la Bible, c'est hyper important, cette notion de culpabilisation de la femme qui va sortir de son rôle traditionnel. Genre Ève qui sort de son rôle, en fait, de sidération devant Adam et qui demande à bouffer le fruit de la connaissance et qui est responsable de tous nos maux et qui, donc, du coup, sortant de son rôle traditionnel, en fait, devient, en fait, la femme méchante qui, donc, du coup, aujourd'hui, irrigue, en fait, toute la culture patriarcale qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas bien. Il faut bien comprendre, en fait, à chaque fois qu'il vous arrive trois choses, en fait, notamment, qu'on vous discrédite, à chaque fois que vous allez voir un éditeur qui va être condescendant, qui va vous renvoyer à votre sexualité, qui va vous dire que vous n'avez pas les conséquences, les compétences. Ça, en fait, c'est la punition pour sortir de votre rôle traditionnel. Votre rôle traditionnel qui est d'être sage, de vous taire, d'être gentille, d'être jolie, d'être souriante et de ne pas déplaire. Et en fait, à chaque fois que vous sortez de ce rôle-là, quand vous négociez, déjà quand vous sortez de chez vous avec votre manuscrit, que vous n'êtes pas en train de faire la cuisine et le ménage, en fait. Quand vous sortez de votre rôle traditionnel en disant je ne suis pas d'accord avec cette clause-là, je la refuse. Vous sortez de votre rôle traditionnel et à chaque fois, on va vous envoyer dans la figure, enfin à chaque fois, quand ça se passe pas bien, on va être condescendant et minimisant. On va être méprisant. Vous savez, ça fait mal en fait quand on vous envoie la figure qu'en fait vous êtes une petite chose là et ça fait mal. Et ça, faut pas vous laisser faire parce que ça, typiquement, c'est une attitude vieille comme le monde. On va vous dire que vous n'avez pas les épaules, pas les compétences. On va dire que vous êtes méchante.
que vous êtes démoniaque, que vous êtes tyrannique. Et ça vraiment, ce sont les trois manières en fait, voilà, méchantes et sexualisantes en fait, parce qu'en fait c'est vous qui attirez en fait le démon, qui êtes méchante et en fait qui attirez en fait la pulsion de l'autre en face. Et ça, quand vous sentez ça arriver, clairement, vous mettez l'eau là, vous avez bien compris que ça se passe de l'autre côté. Chez l'autre personne, ça ne vous concerne pas en fait. Oui, c'est ça. Il faudrait travailler sur des techniques qui nous permettraient de ne pas être dans la souffrance au moment où on entend les choses et d'avoir un référentiel qui nous permettrait de se détacher en quelque sorte de ça. C'est ça, faire un pas de côté, tu vois, une sorte d'aïkido verbal. C'est ça, de prendre du recul sur la scène qui est en train de se construire là devant nous. Ouais. Tu renvoies, tu joues sur les équipes, tu renvoies la force en face en fait, parce que ça ne te concerne pas en fait. La projection de ce mec sur toi, la projection qu'il a sociétale et culturelle qu'il avait et que ses oncles avaient et ses pères avaient et ses ancêtres avaient, c'est là en fait qu'elle te concerne pas en fait. Toi aussi t'as vécu là-dedans, mais à partir du moment où tu as commencé un petit peu à déconstruire tout ça, tu es capable de comprendre aussi que ça ne te concerne pas. Sûr. En fait. On a beaucoup de questions. Je suis vraiment navrée et sincèrement désolée auprès de ceux qui ont posé des questions et qu'on n'a pas réussi à traiter dans ce live. Une dernière question. Est-ce qu'un changement dans la loi permettrait de mieux lutter contre ces harcèlements ou est-ce que le souci majeur est le manque de poursuite, de condamnation? Et je voudrais éventuellement vous inviter peut-être chacun à prendre cette question et d'essayer peut-être de tirer sur le fil et de voir finalement quelles sont les solutions concrètes à mettre en œuvre selon vous pour apporter en quelque sorte un cadre à cela. Là, on vient d'en sortir quelques-unes, des idées de charte, de collaboration entre organisations professionnelles, de formation à la négociation ou en tout cas au relationnel. Est-ce que vous en avez d'autres? Voilà. Et peut-être on pourra éventuellement conclure là-dessus, c'est-à-dire que vous pourriez peut-être prendre chacun la parole pour traiter un peu cette question des solutions et faire un bilan un petit peu de ce live pour proposer voilà, des formulations pour demain. Pierre-Luc, on vous donne la parole en premier? Oui, ben je dirais en fait que moi je le vois en trois temps, c'est-à-dire que d'un côté évidemment oui le changement de la loi et à l'UNEC c'est un des trucs sur lesquels on travaille à fond en ce moment, c'est-à-dire que la loi sur le statut professionnel des artistes de la littérature est distincte de la loi sur le statut professionnel des artistes disons qui se produisent pour le public, pour simplifier un peu, et elle a été adoptée en 1988 et depuis 2019 il y a une certaine ouverture de la part des gouvernements pour modifier cette loi. Et donc, on fait beaucoup de lobbying en ce moment et de travaux, rédaction de mémoire, sensibilisation du public, etc., parce que le changement de la loi nous permettrait de devenir un véritable syndicat avec pouvoir de négociation collective. Ce que d'autres syndicats comme l'Union des artistes, qui représentent les actrices et les acteurs, pour faire une histoire courte, possèdent ce pouvoir de négociation collective parce qu'il est assujetti à la première loi. Et nous, comme on est assujetti en tant qu'artistes de la littérature à la deuxième loi, l'UNEC n'a pas ce pouvoir de négociation collective, mais voudrait l'obtenir pour pouvoir mieux défendre les conditions socio-économiques du travail d'écrivains et d'écrivaines, mais aussi pour pouvoir assainir le milieu. Et donc ça, oui, je pense que le changement dans les lois pourrait avoir une incidence. Donc ça, ce serait la première étape ou première piste de solution. La deuxième, pour moi, elle réside dans justement toutes ces petites initiatives interassociatives, transsectorielles, les formations, les chartes de déontologie, les codes d'éthique, etc., etc. Mais tout ça ne changera pas ou changera peu la culture si on ne s'attaque pas à démanteler le système qui permet ce type de comportement-là. Et je pense que ce n'est pas aux victimes de démanteler le système d'oppression sexiste dont elles sont victimes, justement, mais c'est plutôt aux associations, aux organismes, aux acteurs et actrices du milieu, que ce soit libraires, journalistes, écrivains, écrivaines, éditeurs, éditrices, directeurs de salons littéraires, etc., les festivals et tout ça. C'est à nous, de notre côté, d'essayer de démanteler ce système patriarcal et toxique, mais qui permet d'octroyer du pouvoir à des individus qui n'en ont pas en dehors du champ symbolique. C'est-à-dire que
les témoignages qui ont été recueillis par Hélène, d'ailleurs, le montrent, c'est que les gens ont peur des conséquences parce que c'est une personne très puissante, etc., etc. Ce pouvoir-là, il est symbolique et il est alimenté par le système, et c'est-à-dire que ce capital et ce pouvoir sont octroyés aux agresseurs et aux personnes toxiques par le milieu. Et donc, en brisant le silence, en facilitant la parole, en dénonçant les gestes inappropriés et en arrêtant d'octroyer le pouvoir à ces personnes-là, on pourrait éventuellement peut-être un peu changer la culture. Mais je pense que, bon, si on fait des références à la Bible depuis tout à l'heure, c'est que ça prend du temps. Ça va se faire sur le temps long. 2000 ans nous séparent de l'écriture de ce texte-là, et encore, bon, on voit que ça a des répercussions sur la société contemporaine. Donc, je pense que tout ça ensemble pourrait participer à un changement de culture, mais ça va prendre du temps, évidemment, et ça sera jamais assez rapide pour moi, en tout cas, qui est un peu, disons, impatient que les choses changent. Et pour les en tout cas, ça bouge de plus en plus, je pense, depuis qu'on a posé l'idée que réunis, on est quand même plus fort que ces pouvoirs qui nous tuent individuellement, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment du côté du collectif qu'il y a des solutions. Ben, qu'on en parle en ce moment transatlantique. Moi, je suis sur la côte Pacifique même. Voilà, je pense qu'il y a des solidarités qui sont en train de se bâtir, et il y a un public qui nous écoute aussi. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça montre que les gens en ont marre de ce système, justement. Exactement. Hélène, vous avez, vous, des pistes aussi de réflexion à nous proposer? Alors, je ne sais pas si je ne vais pas déplaire à Ophélie, mais alors moi, j'ai quand même une défiance vis-à-vis de l'accumulation des lois. C'est-à-dire que je pense que la loi, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, en fait, et qu'il faut déjà appliquer en l'espèce. Mais alors là, je parle c'est ma casquette journaliste politique. Je me méfie tout le temps des responsables politiques qui règlent un problème avec une nouvelle loi qui vient détricoter l'autre loi. Enfin, bon, bref, j'ai toujours un peu une suspicion de déformation professionnelle sur le sujet. En revanche, ce que je sais, c'est que la loi, c'est quelque chose, c'est important, mais comme vous le disiez, ça ne règle malheureusement pas tout. Enfin malheureusement, heureusement d'ailleurs, ça ne règle pas tout. Donc il y a plusieurs choses. Moi je suis aussi assez contre cette idée selon laquelle la parole serait libérée. La parole c'est pas libérée, la parole a toujours existé. Le problème c'est qu'elle n'a pas été entendue pendant des années et des années. Donc la première chose déjà, et donc là ça rejoint exactement ce que disait Pierre-Luc, c'est comment faire en sorte que cette parole soit davantage entendue. Ça, c'est une première chose. Ça nécessite des modifications profondes, en fait. La première étant et on le voit dans le milieu de l'édition, c'est flagrant, tous les postes à responsabilité, la plupart des gros postes à responsabilité sont tenus par des hommes. Et en dessous, c'est ultra féminin. Plafond de verre. Ouais. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, donc, forcément, ça amène ce genre de situation. Enfin, je veux dire, c'est la logique la plus implacable. Donc, ça, voilà. Donc, ça, déjà, il faut que ça se modifie. Moi, par exemple, j'aimerais bien que l'enquête et celles qui suivront dans le secteur de l'édition soient de nature, en fait, à bouleverser cette donne-là. De dire, ça n'est plus possible, en fait, que vous n'entendiez pas ce qu'on vous dit depuis des années. Et je trouve que l'enquête qui concernait le patron de Brajlon, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, c'était su, c'était dit, c'était répété. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans un truc... c'est l'entre-soi par excellence. C'est-à-dire qu'on le sait, on le dit, on le répète, mais ceux qui ont les postes de responsabilité et de pouvoir ne l'entendent pas ou font mine de ne pas l'entendre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pardon, mais ça va paraître complètement cucu, mais je préfère le dire quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle communément la sororité, en fait. Oui, il faut être ensemble. C'est-à-dire que c'est pas... Moi, ce qui m'a fait plaisir dans l'enquête, c'est que j'ai parlé pendant 1 an à des personnes qui étaient seules, qui ne se connaissaient pas. Et le jour où l'enquête a été publiée, elles ont compris, en fait, qu'elles n'étaient plus seules.
qu'il y avait X témoignages et qu'en fait, elles avaient toutes plus ou moins vécu, évidemment dans des trucs différents, une situation similaire en fait, elles avaient été traversées par des émotions que d'autres avaient vécues, etc. Et c'est hyper important. Et moi, je vois bien ce qui se passe depuis une semaine, y compris entre elles, alors qu'elles se connaissaient pas, de liens en fait qui se nouent et qui sont forts et qui sont hyper importants pour gagner de la force. Et ça, quand on se sent victime d'un agissement au sein de sa maison d'édition comme auteur ou autrice ou comme éditeur ou éditrice ou petite main ou je ne sais quoi en tout cas, effectivement, c'est ce que disait Ophélie tout à l'heure sur les auteurs, de lister les auteurs, parler aux gens et parler aux femmes, quoi, se parler entre elles, déjà ça fait un bien fou. Et en plus, ça aide et ça donne de la force pour justement casser ce système parce que en haut, sinon ça bougera pas en fait. C'est quand c'est installé et bien installé, un peu confort sous un plaid, ça bouge pas et c'est normal. Enfin, je veux dire, personne n'a envie de quitter sa position de pouvoir. Donc c'est aux personnes en dessous qui sont en fait plus nombreuses, sans doute plus précaires et plus en difficulté, mais plus nombreuses, à bousculer ce système-là. Merci beaucoup, Hélène. Ophélie? Oui, en fait, moi, tu disais, j'allais pas être d'accord, mais en fait, je suis quand même beaucoup d'accord avec tout ce que tu as dit déjà sur vraiment les mécanismes de sororité, sur l'entre-soi masculin. On est quand même dans un secteur où en fait, tu as comme d'habitude le plancher collant, le plafond de verre, et donc au milieu, tu as toute une batterie de gens dans les auteurs et dans les salariés qui sont des femmes qui sont très mal payées. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait aussi une des conséquences du patriarcat, c'est qu'on apprend en fait, on divise pour régner en fait. Et en fait, à un moment, en mettant des femmes sous-payées à des postes d'édition, les éditrices vont te dire pourquoi tu bloques sur cette clause, moi non plus, hein, tu sais, je suis pauvre, moi aussi j'ai du mal à payer mon loyer. Et en fait, on crée comme ça des situations en fait qui ne sont pas des situations sororales. Et c'est justement ça où il faut déconsidérer, il faut arrêter de se dire ok, en fait c'est mon ennemi. Il faut se dire on est toutes dans le même bateau, en fait chacune a son niveau, on est en train de se cramponner à notre petite île de pouvoir, mais en fait il y a un moment on se rassemble ensemble. Et en fait votre éditeur il vous a mis en concurrence avec une autre autrice, vous arrêtez, vous ravalez un peu ce sentiment de rivalité qu'il a mis à l'intérieur de vous, qu'il est en train de faire pousser en vous, vous ravalez ça et vous allez la voir. Et en fait, il y a un moment, vous allez avoir ce moment de connexion entre les deux. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vivre la même chose, mais qu'il a réussi à vous faire croire en fait que vous étiez très différentes et que vous n'étiez pas capable de travailler entre vous. Et ça, cet entre-soi, il faut être capable de le cultiver parce qu'en fait, depuis la nuit des temps, il y a vraiment, enfin, je vais pas vous ressortir Françoise Héritier, mais concrètement, il y a tous ces mécanismes d'appropriation du pouvoir, du savoir, qui vraiment du corps avec vraiment c'est le lien en permanence, on vous minimise, on vous discrédite. Et en fait, tout ça, en fait, c'est un système qui fonctionne aussi parce que nous, en face, on a du mal toute seule, en fait, à aller prendre la forteresse du pouvoir, du savoir. Et en fait, c'est à plusieurs qu'il faut faire les mêmes choses, en fait. C'est-à-dire pas les mêmes choses horribles, mais en soi, cultiver notre entre-soi, se voir entre nous, boire des coups entre nous, se dire entre nous, moi j'ai vécu ça, ah bah toi t'as vécu ça, et comment t'as fait pour t'en sortir, comment t'as négocié ça, montre-moi les mails que t'as envoyés, montre-moi les techniques, montre-moi ton argumentaire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas oublier vraiment l'importance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est une époque, on n'est pas isolés, vous n'êtes pas l'une dans le Berry, l'autre en Bretagne. Il y a un moment, on est tous sur Internet, encore plus avec le confinement, on n'est pas isolés. Oui, on est isolés physiquement, on n'est pas isolés virtuellement, on peut s'aider les unes les autres. Et les uns les autres aussi, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes, bien évidemment, de harcèlement. Donc ça, pour moi, en fait, là où je rejoins aussi Hélène, c'est qu'en fait, pour moi, le socle juridique, actuellement, il y a un socle juridique qui est pas mal. Enfin, concrètement, on va pas pleurnicher non plus là-dessus, on va pas chouiner. Concrètement, il existe, mais les sanctions, elles n'existent pas. Elles ne suivent pas. Parce que les mentalités, elles ne suivent pas. Donc là, il y a un moment, c'est les mentalités qui doivent faire évoluer. On doit expliquer aux mecs, en fait, qu'ils ne sont pas, ce qu'a dit tout à l'heure Pierre-Luc, en fait, il n'y a pas qu'une seule manière de regarder, en fait, le monde du côté des hommes, en fait. C'est pas un regard, le fameux male gaze dont on parle tout le temps. Il y a un moment, il y a autre chose que le male gaze. C'est pas les mecs, en fait, qui disent, ah, il faut une littérature qui plaira aux mecs. En fait, aujourd'hui, le lectorat évolue, les auteurs évoluent. Il y a une diversité, il y a un bouillonnement incroyable qui arrive. Et ça peut plus être ce regard-là qui forme, en fait, et qui dit, à partir du moment où vous questionnez ce regard-là, vous remettez en question mon privilège. Et si vous remettez en question mon privilège, vous êtes toutes des sorcières, en fait. Donc ça, vraiment, il faut le changer. Et ça, c'est la sanction. Elle est aussi, là, elle n'est pas législative, elle est symbolique. En fait, la sanction, ça va être aussi après, il peut y avoir de vraies sanctions, mais c'est-à-dire une obligation, par exemple, de former. Le CNC, il s'est mis, en fait, à conditionner ses subventions à des formations sur l'égalité.
Il y a un moment, pourquoi on peut pas faire ça chez nous? Pourquoi il y a des bourses du CNC qui débarquent partout alors qu'en fait, il n'y a pas de formation sur ces questions-là? Il y a un moment, il faudrait en fait une autorité de contrôle éventuellement avec. Alors moi, j'ai tendance à connecter vraiment la formation en fait de mes autrices avec aussi des actions publiques. C'est-à-dire que moi, mes autrices, il faut que moi je leur apprends au quotidien, moi je leur apprends à se rebeller, à se rebiffer. C'est pas des victimes, d'accord? Elles commencent à dire non, j'ai pas envie, et à la fin elles sortent de là, c'est des bêtes, et on prend un certain plaisir à se rebiffer. À plusieurs, c'est encore plus rigolo, c'est jouissif, c'est sympa, on se sent forte, on se sent vraiment pousser des ailes, et on arrive à faire beaucoup plus de choses qu'avant, que lorsqu'on a l'impression qu'on est dans une posture qui sera éternelle. Et en fait, donc vraiment la formation, apprendre à pas se faire infantiliser, quand notre éditeur nous dit ah bah oui, ma petite Ophélie, dire alors moi c'est pas ma petite Ophélie, moi c'est madame, et puis on me vous voit accessoirement. On peut aussi instaurer le vouvoiement, on peut instaurer en fait des échanges qui sont cordiaux, qui sont polis, mais on n'est pas obligé d'être le copain et la copine. Et moi, je suis pas la petite fille de mon éditeur. Ça, en fait, ça s'apprend. On apprend aussi des techniques d'amplification de la voix. C'est-à-dire que il y a un moment, on a toute envie d'être entendu. C'est aussi pour ça qu'on écrit des ouvrages, c'est pour ça qu'on dessine, c'est pour ça qu'on fait un travail artistique. On veut être entendu, on veut que notre voix soit amplifiée. Mais il faut aussi accepter d'amplifier la voix de la voisine. C'est-à-dire que là, je vous parlais des réseaux sociaux, mais symboliquement, si vous voulez absolument que tout le monde vous suive en tant qu'autrice ou illustratrice, il faut jouer le jeu de suivre les voisines aussi. L'amplification, c'est cette technique des conseillères d'Obama qui disait, il y a un moment, en fait, il y a une idée qui sort à table, et en fait, elle va être souvent attribuée en fait à un homme, et en fait, il faut que les autres femmes autour de la table se mettent à rappeler en fait ce que c'est la première femme qui a eu l'idée. Il faut rappeler cette technique, et donc dire voilà, ah bah oui, c'est Martine qui a eu l'idée de faire voilà. Et en fait, c'est l'amplification de la parole des femmes par les femmes en fait qui est aussi un véritable enjeu. Et après, quand même, comme je suis juriste, pour finir, je vais quand même finir par un truc juridique, c'est que pour moi, je pense qu'au niveau du ministère de la Culture, moi je vois au quotidien dans mes négociations, on a du mal à négocier. Et ça paraît évident dans l'édition qu'on a du mal à négocier. Moi je comprends pas parce que typiquement, si je dois négocier avec mon plombier, que je lui dis bah je veux faire une douche, qui me dit bah en fait non, je vais vous faire votre salle de bain, je vais dire bah non monsieur, on va pas travailler ensemble. Dans l'édition, ça paraît normal en fait d'imposer des clauses et d'imposer des cessions par exemple qui ne devraient pas exister. Et pour moi, donc au niveau des pratiques contractuelles, en fait, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, poser, en fait, il y a une simplification, en fait, de l'observation des pratiques contractuelles et des clauses qui sont mises en place dans les contrats, en disant, bah là, cette clause-là, elle arrive régulièrement, et en fait, on pourrait être capable de dire, bah voilà, moi cette clause, j'ai voulu l'enlever, mon éditeur n'a pas voulu, et avoir des statistiques pour voir à quel moment, en fait, on l'impose aux femmes et pas aux hommes. Moi, je voudrais qu'on ait des statistiques genrées sur les clauses quand on peut les négocier ou pas. Et ça, pour moi, ça pourrait être une action qui permettrait très clairement de faire avancer quand même la notion de consentement, notamment dans les échanges contractuels. C'est très intéressant, et d'ailleurs, permettez-moi de fait d'ajouter que sans doute il y a aussi une responsabilité dont on n'a pas vraiment parlé là ce soir, mais ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Ophélie. C'est finalement la responsabilité pleine et entière d'un ministère de la Culture, ou en tout cas de pouvoir public, d'interroger ces rapports contractuels, de la création en général. C'est de cesser toute résistance à l'élaboration d'un statut professionnel, c'est ce que nous disait Pierre-Luc. Et puis finalement, à ce ministère, il lui revient aussi de procéder à ces analyses statistiques, repérer les inégalités, en neutraliser les effets, mettre en place, et on demande depuis longtemps, un véritable observatoire métier pour jauger de la capacité à répondre à ces demandes urgentes en fait, et de poursuivre tout le temps inlassablement cet objectif de neutraliser les effets des inégalités, parce qu'on le voit en fait, c'est finalement l'un des facteurs principaux de ces climats hostiles en fait. Donc voilà, je vous remercie vraiment, mais vivement de votre participation. C'était un plaisir de présenter ce live très particulier. Je vous cache pas que j'étais très angoissée en fait à l'idée d'animer cette émission, parce que le sujet est complexe, et en même temps il était capital d'en discuter et de prendre le temps de faire le point sur les notions. Alors on n'a pas tout dit, mais je pense qu'on a quand même fait le tour des axes majeurs. Merci à tous aussi de votre précieuse attention, et on vous donne rendez-vous pour un autre live. Alors attention, cette fois ce sera le mardi 11 mai 2021. Ce sera sur une thématique très technique qui est la fiscalité. Merci beaucoup de votre attention, à bientôt.